chaque fois que tu gagnes une partie de Mahjong, elles enlèvent un vêtement. On aurait tous acheté le jeu. Aujourd'hui, je réagis à une vidéo qui m'a totalement scotché. La masterclass de The Great Review sur la FGC. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la FGC, ça représente toute la communauté mondiale des jeux de combat. Rien que ça. Et honnêtement, c'est l'une des meilleures vidéos que j'ai vues dans ce milieu. La narration est incroyable, le montage, ça n'a aucun sens. Et l'émotion, les gars, l'émotion. Je te jure, t'es pas prêt pour la vidéo, accroche-toi bien. Les jeux de combat, ça a toujours été à part. Pour moi, l'e-sport sur les jeux de combat, c'est sous-côté. En termes de spectacle, en termes d'entertainment, oh là là, il y a tellement de choses à faire avec les jeux de combat. C'est tellement dommage que Nintendo crache à la tronche de tous les mecs qui font des tournois underground, alors qu'en vrai, ça aurait pu être l'un des plus grands jeux en termes d'e-sport. Ils sont pas si répandus que ça. Vous avez tous des potes qui jouent régulièrement à des jeux de tir, à des jeux d'aventure ou à des trucs mignons où il faut faire pousser des carottes, mais c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui débarque en disant moi ce que j'aime, ou c'est vraiment Street Fighter. Mais quand tu vas à leur compétition, le niveau de hype... Ouais, c'est ça, hein. Ouais, Street Fighter, c'est fou, hein. En fait, c'est un bon format pour de la hype. Ça là, vous voyez ce genre d'ambiance quand le joueur explose et que tout le monde était à 30 cm de lui et que ça se précipite sur lui et que ça l'attrape, ce genre de truc de fou. Vous voyez ça à chaque fois que vous allez dans un event de jeu de combat. Et quand vous voyez ça, vous vous dites comment est-ce que quelque chose qui génère des émotions pareilles chez les gens fait bande à part au point où quand on classe les différentes scènes e-sport, ils sont généralement même pas cités. Et un jour, j'ai vu des commentateurs dire ce n'est pas de l'e-sport, c'est la FGC. La FGC, c'est la communauté des jeux de combat. Donc ils savent qu'ils sont à part et ils ont l'air d'en être très très fiers. Et c'est vrai que quand tu regardes, leurs events sont super différents, leurs règles sont super différentes, leur culture est super différente. Et j'ai voulu savoir pourquoi, ça m'a trop intrigué. Donc j'ai fouillé et... Ouais, attends, mais c'est quoi ce bordel là? Il va falloir qu'on fasse un sacré flashback. Parce que la raison pour laquelle ils ressemblent à aucune autre scène compétitive, c'est ils sont les derniers descendants vivants d'une culture bien spécifique. Tu vois, même le public qui monte sur scène et tout, qui fait des câlins, c'est incroyable. Imagine que t'es un ado dans les années 80 et tu vis dans une petite ville des États-Unis et je sais pas, on va dire que t'as un nom typiquement américain, genre Steve. Et ce soir-là, t'es trop heureux sur ton vélo parce qu'il fait beau, parce que c'est l'été, parce que c'est un week-end, tu peux rentrer plus tard, mais surtout, comme t'as aidé à tondre la pelouse et à porter les courses, t'as des pièces dans ta poche. Et donc la vraie raison pour laquelle t'es heureux, c'est l'endroit où tu vas. Mais déjà qu'il y en a qui connaîtront jamais cette époque. Là, je suis en train de faire mon boomer de 30 ans. Mais c'est vrai, les gars. Putain, qu'est-ce que c'était bien, tu prenais ton petit vélo. Même pas, tu marchais jusqu'à chez ton pote. Ton pote, il t'attendait dans le salon avec 2 manettes. Hein. C'était pas des manettes sans fil, hein. C'était pas des manettes comme ça. Les manettes, il y avait un long câble gris, frère, branché comme ça. Carrément, quand tu devais passer devant la télé, il fallait bien enjamber le câble pour aller au frigo, pour aller prendre un petit coca, je sais pas quoi. Boycott coca. Pour aller prendre une boisson et revenir. Mais voilà, c'était la belle époque, les gars, hein, quand il y avait des fils partout, là. Des longs câbles et tout là. Il y avait cette proximité en fait. À notre époque, le jeu multijoueur, il se faisait en local, il se faisait pas en ligne. Et quand t'avais ton pote à côté, quand t'avais ton petit frère à côté, ça rajoutait quelque chose. Ça, c'était du vrai multiplayer. Les premières consoles étaient hors de prix, et en plus elles avaient aucune puissance. Regardez la tête de Pac-Man sur Atari 2600. C'est le mieux que la console pouvait afficher. Mais d'un autre côté, tu pouvais aller au centre commercial du coin, et c'était 25 centimes la partie, et les jeux étaient beaucoup plus beaux parce qu'il y avait beaucoup plus de place pour mettre des composants dans les machines. Ça, c'est la raison pour laquelle les gens ont commencé à aller aux arcades. Et c'était des endroits incroyables. C'était comme avoir un mini parc d'attractions à côté de chez toi. Même tu vois, ça me rappelle Stranger Things en fait. Tes parents te suivaient pas là-bas. Ça sentait le popcorn et les bonbons quand t'arrivais. Ah ouais. Tu rentrais et c'était juste des galeries et des allées de trucs brillants partout. Et des nouveaux jeux vidéo partout où tu regardais et sur... Les mecs, sur une borne d'arcade aux États-Unis, alors que là-bas c'est des gros geeks. Hein. Aux États-Unis, j'ai un record sur un jeu où il faut fumer des Raptors. J'espère qu'il y a encore mon blast. Carrément, j'ai envie de retourner à New York juste pour checker si la machine est encore là. Il y avait mon blast, frère. J'étais deuxième. Bon, par contre, j'avais dépensé $50. J'arrêtais pas de mourir. Bam, hop, on remettait des coins. Et en fait, je me suis rendu compte que les seuls mecs qui étaient dans le top 10, c'était les mecs qui avaient fini le jeu. Surtout, des dizaines de gosses passionnés par le même truc que toi. Vous voyez ce cliché de les jeux vidéo ça isole, que c'est un passe-temps pour un mec qui sort pas de sa chambre et qui voit personne. À l'époque c'était le contraire. C'était incroyablement sociable. Tu allais tous les jours dans un endroit rempli de gens qui parlaient jeux vidéo toute la journée. Mec. Regarde, tu lances Lunar Lander.
Tu t'écrases misérablement. Tu relances une Highlander, tu te réécrases misérablement. Ton premier réflexe dans une salle d'arcade, c'est quoi? Tu te tournes vers le gosse qui est à ta droite et tu fais frère, comment on joue à ça? Ah oui, mec, mais c'est tellement le prime de la vie, mec. Le gaming et du social, mec. Y a rien de mieux, alors que maintenant c'est fini ça. Enfin, c'est fini, c'est différent. Mais t'es là, t'es en vocal Discord, tu t'envoies comme un puant. Mais frérot, imagine, je sais pas. Imagine t'es en club pro, ok? Mais au lieu qu'on soit tous dispersés aux quatre coins de la France, tous les mecs du club pro, ils sont dans le même salon. Imagine le divertissement, frère. Il t'explique et il te montre et vous parlez et vous devenez potes. Et la fois d'après, quand tu le revois, vous êtes potes. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Tout le monde dans la salle sait c'est quoi les jeux auxquels tu joues le plus. Quelqu'un que t'as jamais vu vient te chercher pour que tu lui donnes des conseils sur un jeu où il galère. Et puis soudain, il y a un employé de l'arcade qui arrive avec une nouvelle machine. Et il l'installe devant tout le monde. Et c'est comme ça que tu réalisais qu'un jeu venait de sortir à cette époque. La machine était installée devant toi. Et il finit de l'installer. Et là, silence. Et tous les gosses se regardent pour savoir qui est le courageux qui va essayer le jeu en premier. Et il y a quelqu'un qui s'avance. Mais comment il... Putain, mais ça me rappelle tellement de choses. Il fait de son mieux. Et à la fin, tout le monde discute de comment était le jeu, comment il s'en est sorti, qu'est-ce qu'il aurait pu mieux faire, comment il a joué, vous voyez. Carrément, on portait tous la pièce du gars qui allait mettre l'argent dans la nouvelle borne. Vraiment, il était accueilli comme le Messi, les gars. Hein, on était là en mode, allez, il va le faire. Car on protégeait sa pièce, je me souviens. Est-ce qu'il y en a qui ont connu des... Ah putain, ça s'appelait comment les endroits où il y avait plein d'ordi, là? Pas des vidéoclubs. Si, vidéoclub, je sais plus. En fait, c'était un... Ouais, cybercafé, voilà. Vous avez connu ça ou pas? Cybercafé, frère. Hein, ça s'envoyait des grosses LAN en après-midi sur Counter-Strike. Pas Go, pas Counter-Strike Source. Counter-Strike, je sais pas quoi, 1.6, là, je sais pas quoi, le vieux truc, là. Oh là là, ça s'envoyait 1.6, frérot. Avec des sandwichs triangles, hein. Bien cancérigène. Ça, c'était du gaming, les gars. Tu prenais ton petit paquet de chips, là, t'en foutais partout sur le clavier. Ça, c'était du gaming. Ça s'envoyait à WoW, sur des jeux lugubres comme Ion, des MMORPG coréens, où tu farmes pendant 100 heures pour gagner un niveau. Ça, c'était du gaming, les gars. Les arcades à leur prime sont inhumainement nostalgiques de ça. C'est un endroit où ils ont passé des milliers d'heures, c'est un endroit où ils sont tombés amoureux du jeu vidéo, c'est un endroit où ils se sont fait tout un tas de potes, c'est trop important pour eux. Malheureusement, c'est un endroit qui ne peut pas survivre. Tout le monde dans le milieu, même au moment du prime des arcades, même quand elles ramènent 1000 fois plus que le marché des consoles, tout le monde sait que ça ne peut pas être l'avenir du jeu vidéo. Pourquoi ? Parce que si tu fais un jeu et qu'il y a 10 000 activités dedans, et qu'il faut 800 heures pour le finir, et que l'histoire est trop bien, vraiment le jeu il est incroyable, il n'y a pas une salle d'arcade qui va te l'acheter. Et c'est eux les clients à l'époque. C'est pas les joueurs, c'est la salle d'arcade. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est des jeux qui sont basiques, extrêmement simples, il faut pas faire fuir les jeunes, et si possible, extrêmement difficiles, parce que c'est financièrement bien s'ils doivent remettre une pièce toutes les 5 secondes. Et donc si tu es un dev plein d'ambition qui veut faire le RPG de sa vie qui dure 800 heures, tu dois aller le faire sur console de salon. Il n'y a pas le choix, même si le marché est Il y a vraiment des RPG à 800 heures, genre? beaucoup plus petit à ce moment-là, Pour tu dois terminer aller le sur jeu. console de salon. Donc tous les devs qui ont grandi dans les salles d'arcade savent bien que le futur se joue sur console. Et donc ils savent que cet endroit qu'ils adorent, bientôt il sera vide, et ils le vivent mal. Et donc, commence à apparaître chez les devs du début des années 80 une sorte d'obsession à l'idée de créer un jeu qui serait rentable pour les salles, mais en même temps qui serait tellement bien qu'il arriverait à convaincre les gens de ne pas partir. Versus Fighting. Parmi toutes ces équipes, 400 oui, mais 800 il y en a non. qui sont plus excentriques que d'autres. Ah ouais, le roster. Ok, Ça a l'air un peu fou, hein. lui, c'est Yoshiki Okamoto. À la base, il bosse chez Konami. Et un beau jour, les boss de Konami lui ont dit « Yoshiki, fais-nous un jeu de voiture. » En ce moment, ça marche bien, les jeux de voiture. Yoshiki a fait bien sûr, certainement. Il a pris tout le budget et il a fait Space Pilot. Et quand les boss de chez Konami lui ont dit « Attends, ce n'est pas du tout un jeu de voiture », il a dit « Écoutez, j'ai décidé que vous aviez tort et que les jeux d'avion, c'est beaucoup plus fun que les jeux de voiture. » Ça, j'aime bien, tu vois. Il y a un budget alloué pour un projet et le mec fait tout l'opposé. Moi, j'aime bien. Et il a ajouté « Comme mon jeu marche extrêmement bien dans les arcades en ce moment, je vais prendre cette augmentation maintenant, s'il vous plaît. » Ah ouais, les couilles, hein. Surprenamment, il n'a pas été augmenté, il a été viré. Ah Et bah il a oui. retrouvé Bah oui, frérot, bah oui, normal. Enfin, j'ai envie de te dire, bon, voilà, genre, même si le jeu c'est un banger, c'est pas ce qu'on a demandé, donc bon, voilà quoi. du travail. Et en plus, derrière, le mec il te demande une augmentation. Dans un nouveau studio, beaucoup plus petit, beaucoup plus jeune, avec beaucoup moins de thunes, qui venait juste d'ouvrir, qui s'appelait Capcom. Oh, les GOAT. Ah, Capcom, Une incroyable. fois chez Capcom, il commence à rassembler une équipe, avec des gens comme lui dedans. D'abord, il a trouvé Funamizu, son premier assistant, parce qu'un jour de recrutement, il n'était pas dans sa chaise. Ils ont fait passer plein d'entretiens d'embauche, et puis la chaise de Funamizu, elle était vide. Ils l'ont cherché dans tout le bâtiment, ils l'ont retrouvé 3 étages en dessous, en train de jouer sur les bornes d'arcade qui étaient dans le hall d'accueil de Capcom. C'est-à-dire qu'au lieu de passer son entretien d'embauche, il a préféré se barrer et aller jouer pendant tout l'après-midi. Mais c'est quoi, c'est fou là? Et ça a fait extrêmement sérieux, rire les gars. Okamoto, qui l'a recruté immédiatement. What?
Ah lui, il veut recruter que des branleurs, genre. Puis il a eu besoin d'un artiste. Donc ils ont mis une annonce dans le journal et il y en a un qui s'est pointé en pyjama. Et il a dit « Oui, je suis en pyjama, mais je voudrais faire l'entretien d'embauche dans quelque chose de confortable. » Et il ne savait pas que Capcom faisait des jeux vidéo. Et il a vu « Cherche dessinateur » dans le journal et il n'a pas lu plus loin. Il a dit « Oh bah très bien, je veux dessiner. » Pour l'instant, personne ne connaît Akira Yasuda, mais dans quelques années, ça va être un des designers de personnages les plus célèbres de l'industrie. Ah ouais. Chun-Li. Et puis enfin, il y a Nishitani, qui était un journaliste que Okamoto admirait énormément. À chaque fois qu'il lisait ses articles dans un des premiers journaux de jeux vidéo du Japon, il se disait « ce mec est brillant ». Et du coup, un jour, il lui envoie un message en lui disant « tu es trop intelligent pour juste parler de jeu, passe de l'autre côté de la barrière et viens en faire avec nous ». Et moins d'une semaine après avoir eu ce message, Nishitani avait vendu son appart, démissionné de son job, changé de ville, et il était en train de faire des jeux avec Capcom. Ah ouais, ça allait vite, hein. Ça allait très très vite. Palmarès de la team, ils ont sorti Capcom de la faillite avec un jeu tellement honteux que même Capcom assume pas vraiment de l'avoir fait aujourd'hui. Parce qu'au début, les premiers jeux de Capcom se vendaient mal. La boîte était vraiment dans le rouge et il y a vraiment eu un moment où la boîte a failli ne pas finir l'année. Et à ce moment-là, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait ? Ok, on va faire un jeu de Mahjong. Parce que c'est rapide à faire, ça coûte pas de thunes. Mais il y a 8000 jeux de Mahjong, comment est-ce qu'on va se démarquer nous ? Et bah, on va demander à Akiman de dessiner des meufs. Et à chaque fois que tu gagnes une partie de Mahjong, elles enlèvent un vêtement. Et bah la vie, on aurait tous acheté le jeu. Voilà. Ça me rappelle un jeu, frère, quand j'étais petit, qui s'appelait Sexy Soccer. Un jeu flash, parce que pareil, j'avais pas de tal pour jouer. Hein, voilà. Bah, ils m'ont eu comme ça, frère. C'était un jeu où fallait tirer des coups francs. Il y avait une belle blonde, qu'on va appeler Julia. Elle était à droite, elle était comme ça en mode ouh. Dès que à chaque fois que je mettais un but, elle enlevait un vêtement, frère. Hein. Donc ça me déterminait encore plus à mettre encore plus de buts. Et la vie, les mecs étaient pas cons. Parce que les coups francs, ils étaient durs à mettre. Ils étaient durs. Au début, c'était un petit coup franc au calme, tu vois, genre 12 mètres. Après 15 mètres. Après, à la fin, carrément, t'étais à l'autre point de corner pour mettre des coups francs. Et un jour, j'ai réussi, les gars. Un jour, j'ai réussi. Voilà. J'ai réussi, les gars. Et les gens autour étaient en mode, vous pensez vraiment que ça va marcher, un truc aussi stupide? Et ils étaient en mode, les joueurs sont des créatures simples. Attends, il m'a fait peur. Attends, les gars, il est arrivé comme une goutte. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'il se pose comme ça. On l'avait pas vu pendant 10 minutes. Là, il arrive en mode. T'inquiète même pas que ça va il a l'air ils ont sorti Mahjong Il m'a fait Gakuen. peur. Et On dirait moi le matin. Truc a ramené tellement de thunes que à lui seul, il a remis comme dans le vert cette année-là. Mahjong Gakuen a ramené plus d'argent que Ghouls and Ghosts, qui est connu pour être genre le grand succès arcade de Capcom à cette époque. Ah oui, d'accord. Et encore aujourd'hui, c'est marqué que Mahjong Gakuen a été développé par Yuga, mais Yuga n'existe pas. C'est une société écran parce que Capcom assumait pas d'avoir remis ses comptes dans le vert avec ça. Merci les meufs, hein. Les femmes ont sauvé Capcom, les gars. Pendant qu'ils sont en train de fièrement sauver l'entreprise, dans la pièce juste à côté, il y a une autre équipe de Capcom qui est en train de bosser sur son jeu à elle. Et c'est un jeu de karaté. Pourquoi c'est un jeu de karaté ? Parce que c'est les années 80. Littéralement, parce que c'est les années 80. Dans les années 70, les gens aimaient la boxe. C'était l'époque des grands matchs de légende entre Ali et Frazier. Et donc on leur faisait des jeux de boxe. Et puis les années 80 sont arrivées, et le Japon est devenu le premier pays riche d'Asie, et l'Occident a pété un plomb sur ce pays. Tout le monde à l'Ouest est devenu fasciné par le Japon, et Hollywood s'en sont rendu compte, et ils ont fait Karate Kid. Blockbuster international instantanément, tous les petits américains rêvent d'être inscrits en cours de karaté, et à ce moment-là, avec le meilleur timing de sortie jamais vu dans l'industrie du jeu vidéo, Karate Champ est sorti dans les salles le d'arcade. timing de fou, mec. Et le truc avec Karate Champ, hein. c'est un karatéka en blanc contre un karatéka en rouge, et c'est les règles du karaté. C'est ultra expéditif. C'est-à-dire que tu guettes le moment où ton adversaire va faire un malheureux pas en avant, et si tu connais la bonne commande, tu vas faire le coup de pied aérien dans les airs et l'étaler en un coup. Moi, j'avais 2 touches, quoi. Ça veut dire qu'il y a un jeu dans lequel ça se passe comme dans Karate Kid, qui vient de sortir en même temps que Karate Kid. Succès de zinzin. Jamais un jeu sur les arts martiaux avait ramené autant de thunes. Et à ce moment-là, l'industrie du jeu vidéo a fait ce qu'elle fait à chaque fois qu'un jeu marchait bien dans les années 80, tout le monde l'a copié. Les jeux étaient faciles à faire à l'époque, et tout le monde s'en foutait de copier quelqu'un d'autre, donc vraiment, dès qu'un jeu marchait, il y avait 75 clones exactement comme lui qui sortaient dans les 2 semaines. C'est exactement ce qui s'est passé. Capcom, il est dans les aigus, là. Les magouilles pour essayer de se faire de la thune se sont dit « Waouh, on va faire exactement comme tout le monde et copier à l'idée, mais nous, on va rajouter de l'histoire dedans. Ça va nous démarquer. » Et donc, notre karatéka en blanc s'appellera Ryu, et notre karatéka en rouge, Ken.
Incroyable, putain, Street Fighter, ça spawn comme ça en fait. En fait, Street Fighter de base, c'est un plagiat du karaté. C'est juste qu'on va mettre un skin un peu différent pour pas dire qu'on plagie le karaté. Et après, ils sont partis en couille, ils se sont dit, bon, ok, les gars, on va rajouter des pouvoirs. Hein. Des Hadoken, des Shoryuken, des trucs, des Oni, des Susanoo, comme Inazuma Eleven. Sauf qu'au moins, Inazuma Eleven, au début, ils ont pété les plombs dès le départ. C'est la première frame, Inazuma, tu sais. Le jeu s'appelle Street Fighter et ça va être un flop terrifiant. Ah ouais Le premier épisode de la plus célèbre de toutes les sagas de jeux de combat, c'est fracassé par terre. Mais évidemment Mais que c'est non fracassé par terre. Regardez ce qu'ils ont fait, ces sagouins. Leur but, c'était pas de faire un jeu de combat super innovant, c'était de reprendre Karate Champ, mais de le mettre dans une borne d'arcade spéciale qui pourrait vendre 2 fois plus cher aux salles. Et ils sont arrivés à ça. Vous voyez ce qu'il y a dessus ? C'est des boutons pneumatiques sensibles à la pression. C'est un jeu où plus tu tapes fort la machine, plus tu fais des dégâts à ton adversaire. Ah ouais, non, le jeu nul. En fait, t'as que des mecs bien bourrins qui arrivent comme ça, tac, tac, ça met des patates à la machine. C'est pas vendeur. Et quand ils l'ont testé dans les hangars de chez Capcom, la première fois, ils se sont tous fracassés les mains dessus. Bah oui. Genre tous les testeurs ont fini avec les poignets en sang parce que les boutons étaient super durs. Et à ce moment-là, ils se sont dit, c'est parfait, envoyons-le aux 4 coins du monde. Mais pourquoi ? Quand les machines sont arrivées dans les salles d'arcade, il s'est passé 2 choses. Au bout de 2 jours, soit un enfant se blessait et la salle recevait une plainte des parents, soit les enfants comprenaient comment ça marchait et se mettaient à monter sur la machine et à sauter à pieds joints sur le bouton pour one-shot leur adversaire. Oh, Titouan qui fait 3 saltos Et là, pour c'est niquer son pote. eux qui cassaient la machine. Donc au bout d'une semaine, la moitié des machines sont cassées, la moitié des enfants sont cassés, et il y a des plaintes dans tous les sens. Et en plus, comme la machine avait besoin de temps pour savoir à quel point t'avais tapé fort, les personnages répondaient pas. Alors le jeu est horrible. Ça a tellement flop que l'équipe qui a fait Street Fighter 1 s'est barrée de chez Capcom. Et à ce moment-là, d'accord. le boss de chez Capcom a dit « Moi je pense vraiment que ça a du potentiel ces jeux de karaté, j'aime bien cette licence Street Fighter, qui c'est qui est en train de rien faire et à qui je pourrais la refiler ?» Alors que ça avait flop, hein. Ah bah oui. L'équipe, les Galactiques, les gars. Et au début, ils sont pas contents. Leur première réaction, c'est pourquoi nous. Il y a 150 000 clones de Karate Champ maintenant et aucun ne marche parce que le marché est saturé. Pourquoi il a fallu que on se récupère la nouvelle licence débile avec les boutons automatiques ? Et puis Nishitani, qui est le mec le plus brillant dans la squad et l'encyclopédie du jeu vidéo et dans pas longtemps le père de tous les jeux de combat, il dit c'est quoi le problème avec Street Fighter 1 outre les contrôles catastrophiques, c'est quoi le problème de fond ? Le problème de fond est que le gosse arrive devant la machine, met 25 centimes, lance l'aventure et son combat il ressemble à ça. Ah oui d'accord, mais le combat a duré 5 secondes là. Le problème est que c'est horriblement dur et injuste. Le problème est le problème de l'arcade, on est retombé dans le vieux piège où on a fait le jeu horriblement dur et injuste parce qu'on savait bien que sinon la salle elle nous l'achèterait pas, genre. Et on fait ça parce qu'on sait que tout le monde va jouer en solo. Le but de Street Fighter 1, c'est de faire le tour du monde et d'affronter 15 boss, c'est de faire la campagne. Parce que le but de Karate Champ, c'était d'affronter des IA de plus en plus forts dans le mode campagne. Et tous les clones de Karate Champ, pareil, c'est des jeux solo. Ça a toujours été des jeux solo. Maintenant, imaginez, on arrive à convaincre les gens de jouer les uns contre les autres à la place. À mettre du PVP Imagine, dans genre 5 ans, il y a un mec qui joue à notre jeu et il est trop fort. Genre, il faudrait jouer des milliers d'heures pour avoir son niveau et il est dans la salle. Vous vous rendez compte que la salle est contente parce qu'il massacre quelqu'un toutes les 10 secondes et donc ça, tout le monde doit remettre des pièces sans arrêt pour jouer contre lui. Les joueurs sont contents parce qu'au lieu de se faire détruire par une IA qui est injuste, bah juste le mec est meilleur que eux. Et nous les devs, on est contents parce qu'au lieu de rajouter de l'injustice dans notre jeu, on met juste de la profondeur. Et plus on rend notre jeu profond, plus ce mec peut être monstrueux dessus et ça nourrit le cycle. Et vous vous rendez compte que si on En avait... vrai, les mecs, pour nous, maintenant, mettre du PVP, c'est devenu tellement naturel. Mais à l'époque, avoir l'idée de faire s'affronter les joueurs les uns avec les autres, faut l'avoir, hein. Affaire qui joue les uns contre les autres, on a le jeu d'arcade ultime. Tout le monde est heureux, genre. Et sa team lui dit, c'est super, magnifique démonstration, trop bien, mais il y a déjà un mode joueur contre joueur dans Street Fighter 1 et dans Karate Champ. Il y en a déjà un. Et Nishitani fait oui, mais personne s'en sert. Pourquoi personne s'en sert ? Pourquoi tout le monde préfère jouer à la campagne ? Parce qu'il y a un seul perso jouable. On s'ennuie de fou. Genre, il y a toujours eu qu'un seul personnage. En fait, on les appelle Ryu et Ken, mais c'est le karaté rouge et le karaté blanc, ils se jouent pareil. C'est une arnaque, c'est pas drôle. Tout le monde joue le même perso. Et en plus, il est pas très intéressant à apprendre. Genre, au bout de 2 heures, tu sais tous les coups. Maintenant, je sais que ça demanderait 10 fois plus de temps et d'efforts que personne n'en a jamais mis dans un jeu de karaté. Mais venez, au lieu de faire un perso, on en fait genre 10. Et ouais, non, ils sont gavés, hein. Ils font que des styles de combat différents. Il y en a, il fait du catch, il y en a un, il fait de la boxe, en fait, on met tous les styles de combat. Genre. Par rapport aux autres, de façon à ce que peu importe celui que tu choisis, tu peux gagner avec. D'ailleurs, la première manette que j'ai cassée de ma vie, c'était à cause de ce jeu. Voilà. Street Fighter 4, je tombe contre un mec, c'était un Mexicain qui s'appelait El Fuerte. C'était
c'était un mec en fait qui se battait en utilisant des techniques de gatch. Voilà, j'étais extrêmement nul au jeu, je suis toujours très très gazeux au jeu. J'ai pété les plombs, j'ai mis ma manette dans la bouche et en fait j'ai arraché le ventre de la manette. Je sais même pas comment j'ai eu la force de faire ça, mais c'était une manette de Play 3. Voilà. Je vous jure, ça va marcher. Et j'ai pété la manette. Donc ils partent faire leur jeu, et ça leur prend 2 ans, Voilà. ce qui est une durée qui n'a jamais été vue jusque-là pour un jeu d'arts martiaux. Mais vraiment Et trop pendant marrant. ces 2 ans, ils font une dizaine de personnages. Ils essayent de les équilibrer. Ah, Vega et tout. Vous savez que moi, Street Fighter, j'ai Street Fighter 2, Street Fighter 3, Street Fighter 4. J'avais plein de Street Fighter, mais comment j'étais nul, frère. J'arrivais pas à comboter, j'avais du mal à faire les touches, j'étais juste nul au jeu en fait. Par rapport aux autres, mais surtout, ils se demandent comment on fait pour qu'au bout de 2 heures, on n'ait pas fait le tour d'un personnage. Et comment faire pour qu'au bout de 20 heures, on n'ait pas fait le tour d'un personnage. c'est un Et jeu de idéalement, combat si dur, possible, hein. comment faire pour qu'au bout de centaines d'heures, on n'ait pas fait le tour d'un personnage. Ouais, Et un parce que matin. quand tu dois faire des virgules haut, bas, gauche, droite, non, tu vas faire des spins, non. Pour faire en fait un petit coup de coude, t'es en mode bon, ok. Hein. Ils ont fini. Et Nishitani est resté réveillé toute la nuit, évidemment, parce qu'il essayait de corriger des bugs jusqu'à la dernière seconde. Et puis ce matin-là, il a la ROM dans les mains. Et il l'attend à un petit stagiaire de chez Capcom et il lui dit « Voilà la ROM, emmène-la à l'usine, ils vont commencer à la copier et à la distribuer. » Ça veut dire qu'à un moment, un matin à 7h du mat dans les rues d'Osaka, il y avait un gosse avec tous les futurs jeux de combat dans son sac à dos. La Et le jeu pression du sort dans gosse. les salles. Et les joueurs japonais arrivent, ils disent « Oh, un jeu de combat, intéressant !» Ils lancent la campagne, ils se font massacrer par l'IA, qui est toujours stupide évidemment, et ils disent « Oh, bah en fait, on connaît les jeux de combat », et ils rentrent chez eux. Oh non, ça flop. Nishitani est allé se mettre dans une salle d'arcade de son quartier juste pour voir comment le jeu est accueilli le premier jour. À la fin de la journée, pas une personne n'a pensé à faire un duel. Ils ont sorti un jeu comme ça, à une époque où dans la tête de tout le monde, un jeu de combat, c'est un jeu d'aventure solo. Et leur jeu, visuellement, il Oh, ressemble merde. aux autres jeux de combat. Donc tout le monde, il joue comme aux jeux de combat qu'ils connaissent. Et là, ils se rendent What? compte, un tout petit peu catastrophé, qu'ils n'ont pas marketé le fait que c'est très très différent de tous les jeux qui venaient avant. À la fin de la première semaine, les chiffres sont horribles. Le jeu est Oh, le globalement flop. ignoré par tout le monde. Et la team est en train de se dire, il va falloir qu'on explique à Capcom qu'on a passé 2 ans sur un jeu que personne n'a techniquement essayé même. Et quelques jours plus tard, ils reçoivent un coup de téléphone de San Francisco. Ils ont une salle de test à San Francisco, une salle d'arcade où ils envoient des jeux pour tester le marché américain, et si le jeu marche bien dans cette salle, bah, ils exportent le jeu à tout le marché américain. Et le propriétaire de la salle les appelle un matin et leur dit « Les frères, qu'est-ce qui se passe ? Un jeu populaire chez moi, ça fait genre $600 Ah, par c'est genre les États-Unis qui les ont sauvés? semaine. Un jeu qui marche très bien, ça fait $800 par semaine. Votre Street Fighter 2 vient de me faire 1500 la semaine dernière. Je dois vider la machine tous les jours. Qu'est-ce que vous m'avez fait là ? Ah ouais, les Américains, ils étaient on fire sur l'arcade en fait. Évidemment. Bourriné, hein. Évidemment que c'est dans ce pays de psychopathes où ils ont tous un fusil d'assaut dans leur chambre qu'ils ont capté les premiers que c'est un jeu où on est censé se taper les uns Bah oui. sur les autres. Ils aiment trop, en fait, c'est des golems, frère. Ils sont là, il faut qu'on tape, bah oui, l'Amérique, la vraie. Les Américains Oui. jouent en PVP Et tu sais, il tire en même temps comme ça avec sa M16 dans le plafond là. à Street Fighter 2 et la salle est remplie de gosses qui font une file d'attente jusqu'à l'entrée de la salle d'arcade parce que ces gens, ils ont capté que l'intérêt c'était de faire du PVP mais surtout ils ont trouvé ce que Nishitani et la team ont mis dans le jeu. Voilà, tous les coups, tous les combos, les frame in là, les... Ah Ce ouais. qu'ils ont découvert, c'est les premières semaines, ça joue normal. Ça joue un petit coup de poing, un petit coup de pied par-ci, ça joue normal. Et au bout d'un moment, les gosses qui passent vraiment trop de temps sur le jeu, ils disent ok, c'est bizarre. J'ai l'impression que quand je fais certaines actions, dans un rythme bien précis, avec un ordre bien précis, j'ai des attaques qui partent trop vite. Vous voyez, genre par exemple quand je mets un coup de pied, après je dois attendre un petit instant que mon perso ramène son pied et se relève avant de pouvoir faire autre chose. C'est normal. Mais des fois je mets un coup de pied, et si j'appuie sur un bouton bien précis, avec vraiment dans la milliseconde où il faut, ça devient autre chose. Vous voyez, je n'ai jamais ramené ma jambe. Le mouvement est devenu autre chose. Et ses potes lui disent bon... On s'en fout. Ça, regarde, ça t'a fait gagner quoi ? Un demi-dixième de seconde, c'est quasiment pas possible de voir la différence à l'œil nu entre ramener et ne pas ramener la jambe. Trop bien. Sauf qu'en fait, ce dixième de seconde que tu gagnes, c'est celui dont l'adversaire a besoin pour relever sa garde. Si je mets un coup de pied et que je prends le temps de ramener ma jambe, il peut bloquer le coup suivant. Je ne prends pas le temps de ramener ma jambe, il prend le coup suivant et il ne peut rien faire. Et là, d'un coup, tout le monde dans la pièce comprend. Tout le monde fait attends, oh, ça veut dire que si tu sais reproduire ce bug à chaque fois, maintenant, à chaque fois que tu mettras le coup de pied, tu mettras l'uppercut avec et on ne peut
rien faire. C'est beaucoup trop fort. Qu'est-ce qu'ils viennent de découvrir? Des combos, quoi. Un combo. Voilà. C'est juste un combo. En fait, pour nous, c'est normal parce qu'on a vécu avec ça. Mais au tout début, en fait, faut se dire qu'on est au tout début des jeux de combat. Donc, en fait, nous, on pourra jamais imaginer ce que ça fait d'avoir une manette en main et de découvrir un jeu de combat. Parce qu'on connaît déjà les jeux de combat, en fait. Sauf qu'on est Moi, j'ai vécu une grosse partie de ma vie avec des jeux de combat. Mon premier vrai jeu de combat, les gars, c'était Smash Bros. J'ai découvert les jeux de combat avec Smash Bros. Et je me souviens de mes premiers combats sur Smash Bros. Bah, frère, t'es comme un con, t'es là en mode, t'as plus que. Ton Mario, il envoie que des boules de feu. Voilà, t'es à l'autre bout de la map, t'envoies des boules de feu, tu sais même pas de frapper le mec. En 1992, et personne sait ce que c'est, mais une série d'attaques qui arrive tellement vite que tu dois tout prendre dans la tête et tu ne peux rien faire, c'est un combo. Et quand tout le monde réalise que c'est dans le jeu, ils se disent oh là, alors attends, tu fais disparaître des animations en plein milieu et c'est 1000 fois trop fort, ça doit être un bug. Ils ont raison, à moitié, c'est un bug. Et quelques mois plus tôt dans son atelier, Nishitani se rend compte qu'il a complètement mélangé son code et qu'il a des attaques qui partent trop vite et qui font annuler l'attaque précédente. Et il est sur le point de le fixer et il se dit en vrai. C'est mieux le laisser. Je suis en train d'essayer de faire un jeu qui est difficile à maîtriser. Alors c'est vrai, j'ai un bug, et c'est vrai qu'il est super fort, mais le timing est tellement strict, c'est tellement dur à lancer. Si demain j'ai un joueur qui est assez fort pour déclencher ça à chaque fois, est-ce qu'il mérite pas de démolir tout le monde avec? Et donc non seulement il n'a pas fixé le bug, mais il l'a mis sur tous les persos. Ouais, bah en vrai, c'est bien. Parce qu'il fallait vraiment, à la microseconde, fallait vraiment appuyer sur telle touche avec tel coup pour l'activer. Donc, c'est bien qu'il ait fait ça. En vrai. En fait, ça va tellement bien avec la mentalité de la squad que le mec a build, genre. C'était que des fous, genre. Alors, moi je vais même dire un truc par rapport au chara design des femmes dans Street Fighter. La vie, ils ont repris un peu les prémices de leur jeu d'échecs là, qui a sauvé la boîte là. Parce que voilà, ils avaient déjà capté que si on mettait, voilà, de très jolies femmes, ça allait mieux marcher. Hein, voilà. Parce que les cuisses des meufs dans Chun-Li, frère. Il y a des meufs, elles vont à la salle, elles disent quoi? Projet de Chun-Li. Mais les cuisses de poulet commencent là. Hein. C'est. Camille, pareil, les cuisses. Enfin, il y a des meufs, elles ont des cuisses de ouf. Des abdos de malade, des épaules, elles sont comme ça. C'est. Après, Chun-Li, en vrai, magnifique. Camille, en vrai, magnifique. Franchement. Vous êtes très Sauf belles que les déclencher filles. le bug, souvent, ça n'a rien de simple. Hein. La condition à laquelle Nishitani l'a laissé dans le jeu, c'est que tu dois travailler pour l'avoir. Genre, si vous êtes un joueur normal, vous faites des AAA et vous avez fait pas mal de jeux d'action-aventure dans votre vie, vous avez rencontré normalement tout un tas de combos. Ce n'est pas la même chose. Prenez-le ça a rien à de voir, quelqu'un en fait. qui s'est mis au jeu de combat cette année, ce n'est tellement pas la même chose. Ok, on va utiliser un exemple et en plus ça va me permettre de montrer des jeux un petit peu plus modernes. Supposons qu'un beau jour, vous achetez Street Fighter. Entre-temps, tout le monde a découvert le bug, maintenant il est au cœur. Attends, mais oh putain, mais c'est le. Non, les traumatismes. C'est le Street Fighter où j'ai pété ma manette là. Il est là, El Fuerte, ce connard de merde. C'est lui là, à côté de Rufus. Lui, c'est un petit joufflus, c'est un américain qui s'appelle Rufus. Lui, c'est El Fuerte. Putain de merde. Oh là 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 là. Du gameplay de la série et Il c'est était bien, acté le jeu, hein, il par était tout le bien. monde que si tu veux être fort en multijoueur, il faut savoir Il était faire des c'est combos. trop dur. Et toi t'as conscience d'être nul, donc t'allumes le jeu, tu vas en mode entraînement. Et le jeu dit ok, on va commencer facile. Donne-moi un coup de pied léger, puis un coup de poing léger, puis un coup de poing fort. Tu te dis facile, t'y vas, et il te le valide pas. Tu le refais, il te le valide toujours pas. Là, tu comprends pas trop. Le premier truc généralement, c'est tu checkes les boutons. Peut-être que j'appuyais pas sur les bons boutons, mais non, c'est clairement les 3 boutons qu'il voulait. Il se passe quoi à votre avis là? Ce qui est en train de se passer, c'est je suis un joueur normal. Toute ma vie, j'ai joué à des jeux grand public. Je suis habitué aux jeux d'aventure où on me dit le combo c'est XXY et puis je fais XXY et le personnage il fait swish swash swoosh avec ses sabres laser. Mais c'est pas ça qu'on attend de toi ici. Enfin, on attend XXY, mais sur un timing si phénoménalement précis que tu peux essayer de le rentrer 30 fois et jamais tomber dessus. Je fais le bon combo. J'appuie juste pas sur les boutons au bon dixième de seconde. Le timing est tellement strict que tabasser mes boutons ne sert à rien. Je pourrais appuyer sur le premier bouton, puis tabasser de toutes mes forces au deuxième, et le timing est tellement petit que je le raterais même comme ça. Non, mais c'est Ce qui va se passer maintenant, c'est à un moment vous allez réussir à faire 1-2, puis vous allez le reperdre pendant 20 minutes, puis vous allez réaliser que le timing entre 1 et 2 est légèrement différent du timing entre 2 et 3, donc il y a 2 timings différents à apprendre. C'est aberrant, hein. C'est le tuto. Hein. Je crois que je l'avais skip moi à l'époque. Hein. Genre, ouais, c'est bon, ça y est. C'est peut-être pour ça que je me faisais froisser en ligne. Hein. Et si vraiment tu t'acharnes, et là, tu te dis 2 choses. 1, je vais jamais le refaire.
Et Ouais, deux, c'est je vrai. suis censé mettre ça à un ennemi qui bouge et qui me met une mandale. Bah dès oui, que je- c'est pour ça que les mecs, franchement, les mecs de la commu Street Fighter qui sont ultra forts au jeu, mais vous êtes des monstres. De tous les jeux de combat que j'ai fait, c'est certainement le jeu qui était le plus technique en vrai, hein. m'approche. Et le plus C'est difficile. là que tu réalises que le seul monde où tu vas le caler en combat, c'est si tes mains le font à la place de ton cerveau. Si vraiment ça fait padadam et t'as même pas besoin d'y réfléchir. Si tu cales le premier coup sur l'ennemi et que tu te dis oh j'ai une ouverture trop bien, c'est le moment de mettre un coup. C'est trop tard. C'est 16 ans trop tard. La seule route où ça marche, c'est que tu passes X heures en mode entraînement jusqu'à ce que ce soit un automatisme. Et là, tu réalises la quantité de travail que ça va te demander et tu poses la manette. Tu vas faire autre chose. Bah ouais, c'est ça. Hein. Mais il se trouve que pile ce week-end, dans ta ville, il y a un tournoi de Street Fighter. Et par curiosité, tu vas voir. Et il y a 50 gars sur des chaises en plastique, et il y a un mec qui fait le commentary, ça commence à jouer, et soudain, il y a un gars, tout juste débarqué du Japon, et il tient le rythme qu'il t'a fallu 10 heures pour avoir sur 3 coups. Il le tient. Mais pas sur 3 coups, pas sur 5, pas sur 7, pas sur 10. And he gets him again. He's got a real hard read on that now. Abuse, frère. Abuse, mon gars. This is Daigo. Et là, pour mettre 29 coups, il a tapé beaucoup plus que 29 boutons, parce qu'il y a énormément de trucs dans son enchaînement qui sont des coups spéciaux qui demandent des combinaisons pour partir. Genre la boule de feu par exemple, c'est 4 boutons. C'est bas, bas droite, Bah oui. droite, taper. C'est carrément... Ouais, c'est ça. Alors, dites-vous que dans le dernier Street Fighter, ils ont mis entre guillemets un mode casu pour les combos, mais du coup, je crois que le mode casu te donne moins de possibilités que le mode pro, entre guillemets. Mais moi, c'est ça le truc qui me rendait fou. C'est que pour faire un vieux Hadouken, fallait faire tac, 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 une combinaison, une courbe parfaite, sinon le truc il se lançait pas, et j'étais comme un ouf, frère. boutons. Et Ouais, regarde mode moderne, voilà, c'est ça, tu fais des dégâts en moins, voilà, c'est bon, vous avez trouvé la stat. vous. la vitesse à laquelle il tape, puis il enchaîne sur la boule de feu, puis il enchaîne sur quelque chose d'autre. Là-dedans, Ça, les à mecs un sont moment, des- il avait le sont temps fous. pour 4 boutons. Et il fait ça, une attaque sur 3. Vous voulez savoir à quel point un joueur professionnel peut être précis et rapide? Genre dans quelles extrémités on peut pousser ce système inventé par Nishitani? Ok, voilà Kudans. Ils ont de l'aura, pareil, il faudra qu'on parle aussi de l'aura des joueurs pros dans les sports de combat, hein, frère. Enfin, dans les jeux de combat, mec. Kudans est coréen et il joue à Tekken. Et mecs, Tekken, ils sont calmes, c'est Street Fighter, mais tu peux tourner autour de l'adversaire. Ouah, cette comparaison est honteuse, m'en fous, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Kudans a une histoire absolument fascinante. C'était la personne qui terrorisait le monde entier quand il était ado, il y a vraiment très 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 longtemps. C'est un vieux joueur. Et au bout d'un moment, il a complètement arrêté et il a disparu pendant 15 ans. Parce que à cette 15 époque, ans tu pouvais pas du tout gagner de l'argent avec les jeux vidéo et à un moment, fallait grandir, fallait aller faire autre chose. Il a disparu, il est allé trouver un job et il a mené une vie entière après Tekken. 15 années entières. Et au bout Je d'un mais il moment, a quel âge le ref, là son père est mort Ah. et il a fait une dépression. Et à ce moment-là, il s'est demandé, c'est quand la dernière fois que j'ai été vraiment heureux? Donc 15 ans plus tard, il s'est remis à s'entraîner et quand il a débarqué en tournoi, les présentateurs et les gens contre qui il jouait savaient même pas si c'était vraiment lui ou s'il avait choisi son pseudo en hommage à la personne qui massacrait tout le monde au début des années 2000. Il a pas changé en 15 ans, hein. Pour l'exemple de Kudans, on va compter des images. Dans tous les jeux, il y a un moment où tu sens que ton pote a arrêté de juste jouer pour le fun et qu'il veut gagner. Alors, dans CS, c'est quand il commence à apprendre les smokes. Dans League of Legends, c'est quand il commence à sortir des phrases comme et tout. Tu peux m'aider à freeze la wave. Et dans le Ouais, bon, après, le ref, il joue Garen avec tout le respect, quoi. Ça reste un perso de golem, hein. Super, tourbilol, j'appuie sur Z pour booster mon armure, j'appuie sur A pour mettre un petit coup kill silence, et après j'appuie sur R quand il a pas trop d'HP. C'est pas League of Legends, ça. Je vais le bull full tank, mais qui est pas grave, il va quand même faire les dégâts, connard. c'est quand il commence à compter les images. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, si on ralentit l'action à l'extrême, on voit que, comme pour tout ce qui est sur un écran, le mouvement est une illusion et c'est juste plein d'images statiques qui s'enchaînent très très vite. Ok, ça veut dire que si je voulais utiliser la mesure de temps la plus petite et la plus précise possible, j'utiliserais l'image. Genre ce coup de poing part en 3 images. 1, 2, 3, ok? Kudans étant un psychopathe,
comme tous les pros, il a appris la durée exacte de centaines et de centaines d'attaques. Pas juste toutes celles de son personnage, toutes celles de tous les personnages. Et donc, à ce moment fatidique, en grande finale avec le monde entier qu'il regarde et sa carrière en jeu, au moment où il prend cette mandale, il sait qu'un écart de 14 images vient de se créer. Parce que quand son personnage aura fini de bloquer et pourra à nouveau faire quelque chose, le robot en aura encore pour 14 images à ramener son bras avant de pouvoir faire un truc. Donc avantage de 14 trop images. Fort en fait. Qu'est-ce qu'il peut faire en 14 images? Pas grand chose. C'est horriblement court 14 images. Le jeu fait défiler 60 images par seconde. Donc une image dure 1/60 de seconde. Donc son avantage de 14 images, en seconde, ça vaut 14 soixantièmes, ça vaut 0,2. Il a 0,2 secondes d'avance. Avec une avance aussi ridicule, la grande majorité des joueurs, même les pros, enverraient leur coup de poing le plus faible, le plus nul, mais le plus rapide, et espéreraient que ça passe. Kudans veut pas faire ça. Son personnage a une attaque iconique de Tekken qui s'appelle le point électrique du dieu du vent, qui est un uppercut avec des éclairs, qui balance l'ennemi dans les airs pour que tu puisses lui faire 1 milliard de dégâts. Je suis désolé, mais la vie, le HUD, il est terrifiant. On dirait un jeu dans des grottes de Lascaux, je sais pas quoi, qui a été piraté 150 milliards de fois. Et Kudans, il est en tournoi. On dirait un virus, le truc. Il veut choper le moindre avantage possible, il veut abattre l'ennemi. Mais honnêtement, dans cette situation, personne n'aurait osé essayer de faire le point électrique. À part lui, vraiment, même les pros auraient pas osé. Le calcul est simple. Il a 14 images d'avance pour frapper le robot avant que le robot puisse faire un truc. Une fois lancé, le point électrique prend déjà 10 images à partir. Ça veut dire qu'il a 4 images pour appuyer sur le bouton. 4 soixantièmes de seconde. En fait, c'est vraiment, il appuie au moment où il se prend le coup. Genre, ouais, vraiment, c'est instantané en fait. 0,06 pour appuyer son bouton. Et là, ça devient extrêmement drôle parce que ce n'est pas un bouton. Le point électrique est un coup spécial. Il faut rentrer une combinaison pour le faire. Il faut faire avant, puis revenir en neutre, puis bas, puis diagonale et taper parfaitement en même temps. Et le mec va faire ça en 0,06 ? Non. Cheat. Il a un logiciel dans sa manette, dans son pad, j'en sais rien. En 0,6 secondes, tu fais 4 touches. Oui, c'est ça. Surtout, il faut revenir en neutre, hein, donc quand tu reviens en neutre, faut rien faire. Et là, on est dans une situation qui est extrêmement marrante parce qu'il a 4 commandes différentes à rentrer et 4 soixantièmes de seconde pour le faire. Ok, juste pour comparer, je vais faire le point électrique et je vais essayer d'aller le plus vite possible. Ça va pas être un enchaînement de fou gigalon, hein. Ça va être bam, bam. Ouais, mais en fait, vu qu'on est obligé de revenir en neutre, t'es obligé de laisser un petit temps de pause, non ? Ah, quoique. À votre avis, j'étais proche ou j'étais loin de 1/60 de seconde par bouton? Franchement, t'étais long. En vrai, t'étais long. T'aurais pu le faire plus vite. Et j'étais 4 à 5 fois trop lent. Regardez, le jeu a compté pour moi. Hein. Quand j'ai appuyé sur avant, je suis resté appuyé pendant 5 soixantièmes de seconde. Puis quand je suis passé en neutre, j'y suis resté pendant 4. J'étais beaucoup trop lent. Et je ne sais pas comment appuyer plus vite sur ces boutons. Et c'est normal, hein. En vrai, c'est normal. Hein. 1/60 de seconde, c'est... 1/60 de seconde, c'est un clignement d'œil, c'est 10 fois plus long. Putain, là, du coup, maintenant qu'il dit ça, je viens de cligner des yeux au moins 3 fois, je crois. Et à ce moment-là, en grande finale, avec 50 000 balles à la clé et surtout avec son grand... Les gars, est-ce que aucun rapport avec la vidéo de TGR, hein ? Mais moi, des fois, j'oublie que je peux cligner des yeux. Est-ce que des fois, quand on me dit quelque chose... Là, par exemple, le mec a dit, ouais, c'est un battement de cils. Mais du coup, vu qu'il vient de me rappeler que je pouvais faire ça, et bah en fait, je vais focus ça. Et du coup, ça va me stresser. Est-ce que des fois, c'est comme la respiration. Quand on va me dire, ouais, tu vois, voilà, ça commence. Je peux respirer, voilà, tu vois, genre, et du coup, je vais devoir me concentrer sur ma respiration, alors que de base, c'est un truc que je fais instinctivement. Du coup, ça fait chier, en fait. Vous utilisez d'autres termes. Là, voilà, je dois me concentrer maintenant. En fait, maintenant, c'est plus naturel. Je dois me concentrer pour réhumidifier mes yeux. Alors qu'avant, je le faisais naturellement. Des fois, je suis en apnée de ouf sans savoir. Mais frérot, mais pareil, là. Tu viens de me mettre le petit stress qui fait que tu te concentres. Bah ouais, on est d'accord. C'est horrible quand on te dit un truc naturel, mais tu dois le trouver. Ouais, voilà, c'est bon, ça y est, je commence à devenir le schizophrène du bus de Twitch, là. Et à ce moment-là, en grande finale, avec 50 000 balles à la clé et surtout avec son grand retour pour lequel il a travaillé 20 ans à la clé, Kudans, il a décidé de mettre un point électrique qui est à l'image près. Et donc ce qu'il doit faire, c'est premier 60e, il doit repérer que c'est à ce 60e que son personnage peut à nouveau bouger, déjà. Et là, il doit appuyer sur avant.
Deuxième 60e, il doit lâcher la manette et revenir en neutre. Troisième 60e, il appuie sur bas. Et quatrième 60e, il doit faire diagonale et taper. Et les deux doivent être dans le même 60e. Et là, le mouvement se lance. Et il dure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 images. Et il tape à la 10e. Et là, soit il a tout fait parfaitement et à la prochaine, ça frappe. Soit il a ne serait-ce que 1/60e de retard quelque part et son adversaire a le temps de remonter sa garde et il se fera bloquer et il se prendra un contre comme un idiot. Alors, n'oubliez pas qu'il faut baisser tous les HP aussi. C'est aussi ça le but. Donc là, on parle de un moment qui dure moins d'une seconde, hein, dans un combat. Et je pense que le mec calcule tout, du coup. Bon, bah, faut y aller à l'instant, hein, les jeux de combat, c'est... Bah, lui, il doit faire la même chose à l'instant, en fait. Ah oui, d'accord. Oh, big goodness! What a legend! Oh my God! Did you see that? Oh man! What the? Oh, you guys! Dude! Il a quasiment perfect. Le combat, il a duré 2 Vous secondes. savez que c'est techniquement impossible d'aller plus vite. Genre, si vous appuyez sur gauche et droite dans le même 60e de seconde, le jeu il va dire bah non, genre à la prochaine image, j'ai besoin de savoir si je te dessine en train d'aller vers la gauche ou vers la droite. Donc le jeu n'accepte que une instruction par 60e de seconde. Donc si ça se trouve, Kudance est encore beaucoup plus rapide que ça. Si ça se trouve, il est capable de rentrer plusieurs boutons dans le même 60e de seconde, on sait Il pas. est limité par le jeu, en fait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va aussi vite que le jeu peut possiblement le suivre. What? Mais c'est un malade, ce mec, hein. C'est un malade. Voilà ce que les gosses qui sont tombés sur Street Fighter 2 dans la première salle d'arcade à San Francisco ont découvert. Ils ont découvert qu'il y a une dizaine de personnages et que chacun d'entre eux est capable de faire des trucs qui ne se débloquent qu'avec des centaines d'heures d'efforts. Et que si tu es le seul dans la salle qui est capable de faire ces trucs, tu es une légende. Mais, qu'est-ce qui se passe si tu t'es entraîné 40 ans dans ton grenier et tu peux faire des trucs terrifiants, mais tu tombes sur un joueur qui prévoit tout ce que tu fais? Genre, le premier coup de ton combo ne le touchera jamais, il aura toujours levé sa garde à temps parce qu'il s'y attendait. Ou genre, il sait que t'aimes bien t'approcher en sautant, il s'y attend toujours, il te cueille dans les airs à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que tu vas perdre. Il se passe qu'il joue mieux que toi. Il se passe que, alors même qu'il ne peut pas faire les mêmes combos que toi, il est bien meilleur que toi au jeu. Parce que les coups difficiles et les combos difficiles, c'est juste une moitié de ce que Nishitani et la team ont mis dans Street Fighter 2. L'autre moitié est toutes les actions ont un contre. Toutes. Parce que quand ils jouaient à Street Fighter 1, ils se sont vite rendus compte que si quelqu'un fait que bloquer, il prend le game en otage. Il n'y a rien à faire. Donc ils ont mis la saisie dans Street Fighter 2 pour, si quelqu'un bloque, juste on peut le lancer. Et soudain, ils avaient un pierre-feuille-ciseau. Ils avaient un pierre-feuille-ciseau. Ah Quelqu'un oui. bloque, lance-le. Quelqu'un essaie de te lancer, frappe-le. Quelqu'un essaie de te frapper, bloque et contre-attaque. Mais ils ont mis un pierre-feuille-ciseau dans un jeu où tu es toujours à 1 cm de ton adversaire. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, à chaque seconde, tu dois deviner juste où prendre une mandale. parce que même si tu ne fais rien, même si tu restes sur place et que tu bloques, si ton ennemi a deviné que c'est ce que tu allais faire, il va te lancer. Genre, tu vas prendre une mandale. Ça rend le jeu tellement vivant et tellement nerveux. C'est incroyable parce que dans un jeu de combat, tu es envoyé contre un mur et tu te Là, dis... je repense à ce connard de gars avec quel fouetté, frère, parce que tout ce qu'il y a dedans... En fait, ce connard-là, hein, j'ai oublié ton pseudo, mais la vie, j'aimerais bien... Limite, j'aimerais bien organiser un combat 1v1 Châtelet-Léal, tu vois. Mais en fait, il m'a mis tout ça. Tout ça, les gars, je me suis fait soulever, double perfect. Son El Fuerte, il était là en mode... Il venait comme ça, attaque, il faisait des 3-6, il faisait des spins. J'étais choqué, moi. Et vraiment, je vous assure qu'à ce moment-là, j'étais en caleçon, blanc, en transpiration, en plein été, devant ma play, à 2h du matin. Je voulais pas faire de bruit pour pas réveiller mon daron. J'étais en ébullition, je voulais juste gagner un combat avant d'aller me coucher. J'ai pété une manette. C'est ce que j'ai gagné. Et j'ai réveillé mon père, accessoirement, qui est arrivé et qui m'a dit « Famille, c'est quoi ça, là ?» Voilà. Donc autant vous dire que cette soirée, je m'en souviens très très bien. Et c'était une soirée horrible. Il est sur le point de me taper, je dois bloquer. Sauf s'il a compris que j'allais bloquer, et à ce moment-là, il est sur le point de me saisir, et en fait, je devrais taper. Sauf s'il a compris que j'avais compris, et vous voyez, et dans une seconde, il faudra prendre une décision. Et l'un d'entre nous aura raison, et l'autre va perdre de la vie. Et comme le jeu va super vite, une seconde après, il faudra prendre une autre décision. Ouais, mais en fait, pour moi, c'est un jeu, faut pas réfléchir, faut y aller à l'instant, sinon on devient fou. Si toutes les secondes, faut que je réfléchisse à est-ce qu'il va faire pierre, est-ce qu'il va faire feuille, à la fin, c'est fini. En fait, Non, c'est bien d'y aller avec Mais le cœur. comment prendre la bonne décision ? C'est que du hasard, en fait. Bah, c'est du hasard pendant les 10 premières secondes. Et puis après, tu mets l'ennemi au sol pour la première fois, et là, tu dis est-ce que t'es le genre de mec qui se relève en mettant une saisie ? Ou est-ce que t'es le genre de mec qui se relève en mettant un uppercut ?
Et tu vas prendre la réponse dans la tête, hein. C'est vrai, mais tu vas noter la réponse. Et dans 20 secondes, il va à nouveau être au sol, et il peut être imprévisible. Il peut varier, c'est vrai. Mais tous les êtres humains sur cette terre ont tendance à tomber dans des habitudes. Tous. Et ils retombent d'autant plus vite dans ces habitudes qu'ils sont stressés et qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir. Et si dans 20 secondes, tu te relèves de la façon que je t'ai déjà vu te relever et que je te punis pour ça, il n'y aura plus aucun hasard dans l'équation. Ah ouais, genre faut apprendre le joueur en fait. Et tu vois, moi quand je joue sur ce match et tout, Vous voulez voir je me le pose pas de jeu questions, mental en application sur le terrain? Ok, voilà le joueur américain Sleep. Il est en train de faire un des matchs les plus importants de sa vie. Et il joue la momie rouge, qui est un personnage qui veut rester loin. Ça, il a plein d'attaques de loin, il a plein de trucs pour C'est le Deidara de je sais pas quel jeu. Là. repousser C'est l'adversaire, quoi, ça il veut jouer de loin. Et son adversaire, au contraire, il joue le loup-garou blanc qui est super fort de près. Et Sleep a un problème, il a un point de vie. Genre, il a vraiment un point de vie. Et son adversaire, au lieu de lui courir dessus pour le finir, il s'est posé dans un coin, il a monté sa garde, et Il va jouer le temps. maintenant il refuse de bouger. Et ce qu'il est en train de dire, c'est « Sleep, je suis très content de rester là et de laisser le timer aller jusqu'à 0, parce que quand il va taper 0, je vais gagner, j'ai plus de vie que toi. Si tu veux me tuer avant que ça arrive, tu vas devoir abandonner ton avantage de la distance et venir jusqu'à moi pour me mettre une saisie. » Et le public le hue, et les commentateurs le huent, et tout le monde est en train de hurler et de dire que c'est de l'anti-jeu, et il s'en fiche l'adversaire de Sleep, et il a bien raison, il est en tournoi, il met toutes les chances de son côté. Et au début, Sleep reste dans son coin de la carte et lance des attaques dans la garde de son adversaire. Et tout le monde dans le public se dit, mon pauvre, vu les dégâts que tu mets, tu ne vas jamais y arriver à temps. Mais il fait ça parce que ça remplit les barres qui lui permettent de lancer des attaques spéciales. Et quand elles sont pleines, il envoie tout en même temps. Il envoie la tempête, il envoie la tornade de sable, il envoie l'essaim de moucheron, et d'un coup, il y a tellement de trucs qui tombent en même temps sur son adversaire qu'il est complètement dépassé. Il doit bloquer haut des attaques haut, il doit bloquer bas des attaques bas, il y a tellement de trucs qu'il y a certains trucs qui commencent à passer. Et au milieu du chaos, il n'a pas vu que la momie s'est avancée et lui a mis une saisie. Et là, il vient de se rappeler qu'il joue à un jeu de combat et que tu n'as pas le droit d'être prévisible. Que c'est trop facile de trouver une ouverture dans la défense de quelqu'un qui fait toujours la même chose. Là, la peur vient de re-rentrer dans son cœur. Pour Sleep, c'est juste une question de feeling maintenant. C'est sentir la seconde où il va craquer et faire un pas en avant pour t'en mettre une. Et là, tu fais juste un pas en arrière et tu le laisses taper dans le vide pour qu'il soit grand ouvert. Ah ouais, oh le flop. He got him! No way! Oh my god! 15 seconds on the clock! Ah ouais, il l'a éteint, frère. Il l'a éteint. Impossible! We did it from nothing! Alors moi au début j'étais pas d'accord parce qu'il faisait que spammer, frère. God let it happen! Only a Le mec il faisait que spammer. Et là, quand tu as été le plus malin et que tu as trouvé l'ouverture, là on te laisse dérouler ton combo. Vous voyez, c'est pas juste des jeux de rythme, c'est des jeux de prédiction qui deviennent des jeux de rythme quand tu as raison sur ta prédiction. Ça veut dire que tu pourrais passer 700 heures à apprendre tous les combos du jeu, et à chaque match, tu aurais quand même le nouveau challenge de « je dois m'habituer à 7 adversaires ». Ah, faut apprendre une partition Et en tous fait ces les trucs gars. sur lesquels je viens de faire une tangente de 20 minutes. La difficulté des personnages, la difficulté des coups, l'adaptation à l'adversaire, tout cet océan de profondeur était dans Street Fighter 2. C'était dans le premier jeu de la lignée, et c'est tombé sur des enfants des arcades qui, en termes de complexité, étaient habitués à la grenouille saute sur le tronc d'arbre. Putain, j'ai joué à ce jeu en plus, hein. Grâce au message doucement avec soft. ce jeu quand même, il était bien. Premier forum internet, les Japonais ont fini par se rendre compte que les Américains ne jouaient pas à ce jeu pour l'aventure solo. Et ils ont capté comment ils étaient censés jouer à Street Fighter 2. Et puis après, les Japonais, le monde entier a compris, et à partir de là, Capcom est devenu le gigantesque studio international qu'on connaît aujourd'hui. Et pendant toutes les années 90, ils n'ont plus jamais réussi à faire des bornes de Street Fighter 2 suffisamment vite pour répondre à la demande. Ah ouais, ça va être trop de buzz les gars. Capcom les GOAT. En vrai, Capcom, Cette ils ont demande tellement fait de classiques. était telle que dans les endroits où ils n'arrivaient pas à se procurer le jeu, ils créaient des versions illégales en masse. Au milieu des années 90 au Mexique, il y avait 200 000 bornes de Street Fighter 2. Sauf qu'il n'y a pas de revendeur officiel Capcom au Mexique au milieu des années 90. Le chiffre aurait dû être de 0. Les 200 000 bornes étaient illégales. Super les Mexicains. Bravo les gars, bravo. Félicitations. Rapidement, il y a des clichés qui commencent à apparaître. Comme quoi, si tu joues Ryu, t'es quelqu'un d'un petit peu basique.
peut-être quelqu'un de fade parce que C'est tellement ça, les joueurs de Ryu. C'est tellement les mecs qui ont pas de personnalité. Je vais prendre le MC et en plus il est stylé. Voilà, c'est des Hadouken, des Shoryuken. La plupart des joueurs de Ryu, c'est Hadouken, je me mets dans un coin. Hadouken, je me mets dans un coin. Hadouken, c'est un peu les... Bon, je veux pas dire c'est les Garen, mais ouais, on est comme... Non, comparer ça à Garen, c'est comparer de la merde. Ouais, c'est... Non. Garen quand même, parce que pour descendre au niveau de Garen, il faut être comme un sacré golem. Bah, je sais pas, j'ai pas l'équivalent, genre. Alors que si tu joues Zangief, t'es vu comme super excentrique. Ouais, mais les Zangief, pareil, c'est des gros connards, voilà, c'est bon, je le dis. Les Zangief, ils sont là, ils attendent, ils te mettent 2 prises, t'es déjà quasiment mort, frère, alors toi, t'as fait que le taper, que le bourriner. Ce délire de caler des stéréotypes à des gens en fonction de leur perso préféré, ça fait 50 ans qu'on le fait. On l'a fait sur 1 milliard de jeux. Tout le monde sait que les joueurs de Yasuo sont des gens horribles, vous voyez? Oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Ils croient que c'est des fakers, et après, le mec, fin de la game, il est là, il est en 1-16, il te ping parce que t'es le jungler, et il dit « Mais c'est ta faute, j'ai perdu ma lane, le jungler en face, il fait que ganker !» Vas-y, c'est bon, on de jouer à Choupi, arrête de faire chier. C'était la première fois qu'on le faisait. Sur Street Fighter 2, c'était la première fois qu'il y avait un jeu compétitif avec différents persos à maîtriser. C'est juste le début du PVP compétitif dans le jeu vidéo. Genre par exemple, c'est la première fois qu'un move cool devient célèbre. Genre 20 ans plus tard, le truc cool, c'est de savoir faire des 360 no-scope sur code. Ça c'était tellement un truc de kikou, mais c'était bien. Et encore 10 ans après, c'est de savoir faire... Azir. Les gens qui jouent Azir. Les gens qui jouent Azir, c'est des gens qui sont... c'est les Arabes, c'est bon, je le dis. 90 degrés sur Fortnite. Mais le Hadouken est légendaire dans la pop culture. C'est souvent des Arabes qui jouent Azir. Parce que c'était la toute première fois qu'un move un petit peu difficile te rendait trop cool, genre. Que toute la salle trouvait ça stylé. Ça a tellement changé le paysage du jeu vidéo que c'est le moment où les scores commencent à disparaître. Alors que les scores, c'était une religion dans les années 80. Sauf que si t'es un joueur compétitif, t'aimes le PVP, et tu veux savoir qui est le meilleur entre toi et ton pote, il n'y a plus besoin de prendre un jeu solo et de le faire tous les deux à tour de rôle pour voir qui a le meilleur score. Vous avez un jeu au PVP. Vous pouvez juste vous taper dessus. Évidemment, 60 000 studios se mettent tout de suite à faire des jeux qui sont basés sur le même gameplay. Ce qui veut dire qu'un genre tout entier vient d'apparaître. Et plus important encore, les salles d'arcade sont pleines. Ce qui est un miracle, parce que vraiment l'âge d'or c'était 10 ans plus tôt, c'était les années 80. Quand Street Fighter 2 sort, Nintendo est en train de conquérir le monde. Ils ont sorti la NES, ils ont sorti la Super NES, ça marche trop bien et tout le monde est en train de commencer à jouer dans son salon. Street Fighter 2 est un tel hit qui fait ressortir les gens de chez eux pour aller jouer dans les arcades. Ce qui veut dire que Okamoto et Nishitani et toute la team, ils ont eu la joie de voir que leur jeu c'était... Heureusement que les Américains ont PL en vrai, hein. Un hit, et la joie de voir l'endroit de leur enfance à nouveau rempli de gens qui s'affrontent et de gens qui se challengent et de gens qui se donnent des conseils. Et maintenant que tout le monde est là, la question est qui est le plus fort dans la salle ? Non mais vous voyez les mecs, l'ambiance ghetto, underground, tout le monde, il y a plein de gens qui ont pas de chaise, il y a juste un écran à tube cathodique, 2 mecs avec 2 manettes qui sont collés avec 2 chaises à 1 euro, hein, et juste ça s'envoie. Et dès qu'il y a un move, tout le monde se lève, ça le prend, ça comme ça là. Il y a que sur les jeux comme ça, frère, qu'il y a cette ambiance. Ouais, le gagnant a une part de pizza, c'était vraiment ça, hein. On donnait des tickets resto. T'étais là, t'avais éliminé 64 boucs, hein. Le tournoi, il avait duré 1 semaine et demie, frère. Allez, tiens, prends ton ticket resto. Bah oui, mais c'était juste la passion. C'était la passion, ce tournoi, les gars. Et à la seconde où tu sais que c'est toi le plus fort de tous les réguliers de la salle, quelle est la première chose que tu te demandes ? La première chose que tu te demandes est, est-ce que dans l'autre salle à 15 minutes en vélo à 3 quartiers de ça dans la ville, il n'y a pas quelqu'un de plus fort que moi ? Ah genre carrément c'était devenu Pokémon quoi. On allait se balader de ville en ville, on allait d'arène en arène pour affronter d'autres challengers. J'ai pas connu cette époque perso. Alors tu commences à faire le tour de la ville, tu fais passer le message, et puis tu t'arranges avec le propriétaire de ta salle d'arcade locale et tu lui dis écoute vendredi réserve-nous la salle, et il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent. Juste pour s'envoyer hein. Et peut-être que ça fait tellement de bruit que la fois d'après, il y a des gens de toute la région qui veulent venir. Et ta salle d'arcade, elle est juste plus assez grande. Et à ce moment-là, la seule chose que tu peux faire, c'est tu fais payer un ticket d'entrée à tout le monde. Et avec l'argent récolté, tu loues un hangar. Tu vois, ça faisait ça à l'époque sur Smash, hein. Et Nintendo, ils ont fait non, en fait, vous voyez tous les millions de personnes qui sont là et qui prennent du plaisir, vous allez arrêter parce que on veut pas.
On veut pas de ça en fait. On veut pas que vous preniez du plaisir. Voilà. Et ça tombe bien parce que nous, de toute façon, on n'a pas prévu de faire une scène compétitive, donc c'est juste histoire de vous casser les couilles, quoi. Voilà, c'est le mot. Évidemment, tu fais tout ça avec l'ambition de créer un tournoi légendaire dans lequel des trucs légendaires ont des chances d'arriver, tu vois. Et peut-être qu'au bout d'un moment, ton tournoi il est tellement prestigieux qu'il y a des gens qui viennent de l'autre côté de l'océan pour participer. C'est peut-être qu'un jour, t'as un candidat qui vient du Japon et les rumeurs sont arrivées avant lui et il paraît qu'absolument personne le prend au Japon. Il paraît même qu'au Japon on l'appelle la bête. Et Ouais, peut-être que ça, la en bête fait. commence à massacrer tous les Américains jusqu'à ce qu'elle tombe sur Justin Wong, qui est le plus grand Américain à avoir jamais touché au jeu. Et contre Justin, là elle galère, là elle saigne un peu, elle se retrouve à 1 point de vie et pour être sûr de la finir, Justin lance une super attaque qui n'est pas esquivable et qui n'est pas bloquable non plus quand tu as 1 point de vie parce qu'elle fait quelques dégâts à travers la garde. Maintenant dans ce jeu, tu peux faire un bloc parfait qui ne te cause aucun dégât si tu bloques dans le 10e de seconde où on te frappe. Alors, là, les mecs, je pense que le move qu'il va mettre, c'est l'un des plus grands moves de l'histoire des jeux de combat. C'est super dur à faire C'est le sur move un que coup. je pense. Et la super attaque que Justin vient d'envoyer, il y a 15 coups dedans. Ah oui, ouais, c'est ça, ouais, putain. Aïe, 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 aïe. L'éveil, frère. Faut qu'il appuie à la frame perfect sur la garde au moment où les coups qui se lancent. Enfin, bref. C'est n'importe quoi. Ça c'est My Ambiance, les gars, c'est My Ambiance. Ultra Insta, c'est ça, hein, mec, hein. Non, mais en vrai, tu te fais counter, tu prends ça, mec. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de respect dans le genre d'e-sport, entre guillemets. Genre, frère, t'es là, tu serres la main de ton adversaire, et voilà, oui, t'as un peu mal. Mais frérot, il y a du respect, quoi, tu vois. C'est comme ça, avec des petits événements locaux qui ont grandi à l'infini, qu'est Après, il y a née des rageux aussi. la plus ancienne et la plus vénérable de toutes les communautés e-sport, la FGC. Un tournoi Smash un jour, ouais, ça serait mon rêve, ça. C'est le dernier tournoi que je ferai de ma vie en termes de divertissement, ce sera Smash. Smash, c'est vraiment le jeu ultime. Enfin, c'est mon jeu préféré en combat. Et ils sont lancés tellement tôt que ça n'avait encore germé dans l'esprit de personne que faire une ligue professionnelle, ça fait de la pub pour ton jeu. Donc quand ils se sont lancés, il n'y avait aucun monde où tu allais avoir un coup de main de l'éditeur. Mais d'un autre côté, tu n'as pas la concurrence de la ligue officielle non plus. Ça veut dire que si toi et tes potes, vous êtes bons en organisation, ton petit event de quartier, ça peut devenir le plus grand rendez-vous du monde. Ouais, en fait, c'est que des fans. C'est que la passion, en fait. Maintenant, si tu n'es pas la ligue officielle, comment tu fais pour convaincre tout le monde de venir à ton tournoi en Californie si par exemple le même week-end il y a un tournoi au Texas? Eh bah, tu mets de la personnalité dedans, tu fais ressortir ta région, tu mets des règles spéciales, tu rends ton tournoi unique. Et c'est pour ça que le plus gros tournoi de près de Chicago, par exemple, il a une ambiance de festival de musique, avec plein d'events à n'importe quelle heure du jour et de la nuit sur plusieurs scènes différentes et des trophées en forme de disque d'or. C'est pour ça que le tournoi de Las Vegas joue le côté de la démesure et de la grandeur dans le plus pur style Las Vegas. Et c'est pour ça que le CEO, qui est en Floride, se passe sur un ring. Et si tu es dans le top 8, tu peux choisir ton entrée et sur quelle musique tu fais ton entrée. C'est incroyable, ça. Oui, cette scène est tellement vieille que 20 ans après, quand le format classique de l'e-sport avec des ligues et des studios et des éditeurs est apparu, bah tous leurs tournois les plus importants étaient déjà en place depuis longtemps. Et donc aujourd'hui encore, les plus gros rendez-vous de l'année sont des trucs qui sont faits par des joueurs pour des joueurs. Et c'est probablement pour ça qu'ils ont ce côté incroyablement familial. Avec les cams qui sont mal... le focus, il est mal fait. Ça grésille.
Ouais, c'est bien, elle est bien cette ambiance. L'autre les raison gars. pour laquelle l'ambiance fait très informelle, c'est que c'est un environnement qui a jamais eu beaucoup de thunes. Les sponsors se concentrent davantage sur les scènes où le public a beaucoup d'argent et où ils vont pouvoir faire de la vente. Par exemple, League of Legends est un jeu de bourgeois. Tu voulais jouer à League of Legends dès la saison 1, fallait avoir en 2009 chez toi un ordi capable de faire tourner des jeux vidéo. Ce n'était pas tout le monde, ce n'était vraiment Le OG LOL, il était tellement terrifiant, les gars. pas tout le monde. Oh Alors, là là, les bush, les trucs là. T'as même les icônes. Jax, on dirait il s'est pris un parpaing dans la gueule. Plus abordable. Jarvan, il est pas content d'être prince, frère. D'avoir une play avec FIFA. Et donc, il y a toujours eu plus de sponsors et plus de thunes dans la scène LoL que dans la scène FIFA. De la même façon, qui joue à Street Fighter? En grande partie, les gens qui continuent d'aller dans les salles d'arcade après les années 90. Et qui fait ça? Les gens qui ont même pas la play chez eux. Il y a pas que des gens Mais c'est fauchés ça, hein. qui jouent aux jeux de combat. C'est vrai, Il y a hein. beaucoup de gens fauchés qui jouent aux jeux de combat. Et ça n'a jamais fait rêver les sponsors. La scène a toujours été bien pauvre. Il y a même une phrase pour ça. FGC is poverty. Le seul point positif qui émane de tout ça, c'est que ça a participé à créer une scène qui est moins sage. Les joueurs pros vont plus se permettre de faire des dingueries sur scène s'il n'y a pas un sponsor à 14 milliards de dollars qui surveille tout ce qu'ils disent. Ouais, y a pas de lissage en fait. J'ai une histoire sur ça d'ailleurs. Est-ce Il que... y avait un mec, il y avait un mec dans la scène Smash, je me souviens à un moment il avait pété les plombs, il avait pris sa manette, il avait tapé le mec à gauche et il s'était fait ban, voilà. Vous connaissez Mais c'est en combat officiel Smash, hein. Il a pété les plombs, il a frappé le mec, il a fait 2 fois. Filipino Champ est un joueur de Marvel vs Capcom. Il est hors du commun. Il est trop fort. Il est incroyable. Il a aussi une grande gueule. Il n'a pas la personnalité la plus facile à gérer. Ça se voit. Il a un sourire de méchant. Il a des lunettes de méchant. Vous voyez ce que je veux dire? Il est pas simple. Kane Blue Ah ouais, River ça fait des doigts. est quelqu'un qui débarque quelques années plus tard sur la scène. Et Kane Blue River est tout le contraire. Il est gentil. Il parle pas. Il est poli. Il est adorable. Il n'y a vraiment aucune galère. Et Kane domine sur la fin. Il domine dans les années 2015-2016. Ça ne plaît pas du tout à Filipino Champ. Filipino Champ considère qu'il est toujours le meilleur joueur de Marvel vs Capcom et pendant plusieurs semaines, il fait de la provoque et il demande un match à Kane Blue River qui finit par accepter un match d'exhibition la veille d'un gros tournoi. Ah ouais, donc le gars est KO en plus. J'avoue, le mec il a un regard vicieux un peu, hein. Wesh. Ah ouais, le méchant. Après, c'est peut-être pour le divertissement, hein. Ça propose une poignée de main, début de partie normal, refusé. Et le premier round a lieu et Filipino Champ gagne et regarde droit Kane dans les yeux et il lui hurle qu'il est free. Leo, he is staring at him. Oh my gosh, he is staring. Leo, he is laughing. He is shaking his head. He is a very disrespectful individual. Oh my god, he is talking to him. He is talking to him. Told him that he's free, folks. Non, les gars, il est trop en mode divertissement, frère. Leo. Le deuxième round se passe pareil. Et puis le troisième round se passe pareil. Et là, il lui demande s'il veut abandonner. Et il lui dit que s'il veut partir, il comprend et qu'il n'y a pas de souci. He's asking him if he wants to continue to play. Et là, il attrape le micro. Ask the crowd. This is my game. Oh, he told L'antagoniste. This is my game. Oh my goodness, folks. Pourquoi c'est un massacre comme ça alors que c'est un match entre deux ex numéro 1 mondiaux? Eh ben, Kane est super désavantagé parce que Marvel vs Capcom est un jeu d'équipe. Tu joues pas un perso, tu joues une équipe de 3 et tu peux passer de l'un à l'autre quand tu veux pendant le match et ton adversaire doit KO tes 3 persos pour gagner le round. Comme tu joues une équipe, ça veut dire que tu peux choisir des personnages qui ont des synergies entre eux. Or, Filipino Champ joue une composition inhumainement forte dans laquelle il y a Phoenix. Phoenix est un perso qui est pas très fort. Il y a tellement de jeux de combat, les gars, il y a tellement de choses à savoir. Phoenix, si elle meurt alors que tu as 5 barres de super, elle devient Dark Phoenix et c'est la fin des temps. Le perso est fort comme 18 persos. Regardez ça. Sentinel rentre dans le match, il a Ça, tout. c'est dans un jeu de combat, là, la map qui explose. Sa vie, vous êtes prêts? Ça va aller vite. Oh my god, that was fair, right? What? Ah bah après, il y a un moment, faut aller se faire foutre, frère. C'est pété. C'est comme l'UMP45 à l'époque de Call of Duty MW2. Oh, les refs, elles sont lugubres. Il y a toujours eu des trucs pétés dans les À jeux. partir du frère. moment où tu l'as entre les mains, c'est fini. Et Filipino Champ, il fait quoi? Avec elle, il met Dr Doom et Magneto, qui sont deux persos qui bougent vite, qui volent, qui tapent de loin et qui sont très 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 bons pour rester longtemps en vie. Et donc, il y a toujours le temps de remplir 5 barres de super.
Ah ouais, d'accord. Non, en fait, donc le gars, clairement, bon, juste il spam, il monte la barre, il passe sur l'autre, l'autre elle respawn, elle devient broken, il one-shot tout le monde, quoi. Les mecs, pour vous, de l'histoire des jeux vidéo, ça a été quoi le truc le plus pété dans un jeu multijoueur? Genre vraiment une arme ou un truc qui vraiment a cassé le bail, quoi. J'essaie de réfléchir un peu à... Déjà, UMP45 silencieux, c'était quelque chose. Le SPA-12 d'MW2, ouais, c'était quelque chose. Ouais, le SPA-12, c'était abusé, hein. Putain, c'était... Akali qui dive sans tourelle, sans faire de tas, ouais, c'était broken. Le Haramball! Non mais le Haramball, ça a rien à voir. Enfin, le Haramball, ça, c'est juste chiant, mais... Tu sais, c'est pas un truc pété dans... C'est pas un truc pété, quoi. Les L1 triangle sur FIFA, oh, yo. De FIFA 13 à FIFA, genre 17-18, les L1 triangle, mon gars. Les L1 triangle, c'était quelque chose. Du milieu de terrain, de la défense. Steve sur Smash, ouais, c'était pas mal. C'était pas mal, en vrai. Les tirs rasants, les long shoots, ouais. C'était comment ça s'appelait aussi sur FIFA? Il y avait un truc, c'était les frappes en force, là. Il y a un moment, il y avait des mecs, je sais plus c'est quel FIFA, ça faisait que des frappes en force. Ça rentrait quasiment tout le temps, genre. T'avais les enroulés. En fait, ouais, les power shots, oh là là, les enroulés, les trucs. En fait, chaque FIFA, il y avait... Franchement, quel jeu de merde. Vous voyez le piège avec cette compo? Non seulement tu dois attraper deux persos qui sont inattrapables, mais tu dois le faire en 2 silencieux, minutes, c'était quelque sinon chose. Le truc le plus terrifiant du jeu se déclenche. Et c'est terrible, mais c'est vraiment pas de bol. Mais Kayn, son équipe signature, c'est que des persos qui sont très gros et très lents et incapables d'attraper quoi que ce soit. Il joue des trucs comme Hulk et Sentinel, qui sont des persos spectaculaires, hein, parce que s'ils t'attrapent, ils te cassent en deux. Mais faut attraper. Ils galèrent à attraper quoi que ce soit. Et donc, l'équipe de Filipino Champ hard counter celle de Kayn. Et cette rencontre, c'est au premier qui gagne 15 matchs. What? Ah oui, d'accord. Donc nous, on est là avec nos petits BO3 de petits puceaux, mais eux, 15 matchs. D'accord, ça c'est des hommes. Et à 6-0, Filipino Champ met le 7ème match en pause et se lève. Et il s'adresse au public et il dit « Je sais que j'ai pas le droit de mettre en pause en plein match. Je sais que ça veut dire que je perds automatiquement celui-là. Mais merci, vous savez Euro. quoi ? Il a tellement de mal. Il fait tellement de peine. Par charité, j'ai envie de lui laisser un point. » Le public hurle, le chat Twitch hurle, les commentateurs sont pas contents. This is why I do not root for this gentleman to win. He is a very disrespectful individual. I do not like him at all. Ça va, le mec est très calme, hein, par contre. Hein. I do not like the way his head is shaped. I do not like anything about F-Champ right now at all. I do not like him. Tout le monde veut le voir perdre, mais c'est très dur, parce qu'il est très très fort. Kayn va essayer quelques autres configurations, avec lesquelles il va commencer à avoir un petit peu de succès. À un moment, il prend un round. Oh man. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de conte de fées, il est jamais vraiment revenu et à la fin, F-Champ atteint les 15 victoires et il gagne le match d'exhibition. La raison pour laquelle je vous raconte tout ça. En plus, il a l'air tout gentil. Pourquoi il y avait un match d'exhibition? À l'occasion de quoi? À l'occasion d'un vrai gros tournoi qui commençait le lendemain. What? Ah, les mecs, ils ont enchaîné, hein. Le mec qui a perdu, il a fait un tournoi. Le lendemain, il fait son match d'exhibition et le lendemain, ils refont un truc. Devinez qui a retrouvé qui en grande finale. Oh, le storytelling, les gars. Oh, le storytelling. Oh, yo, yo. Ok, le petit que t'as hagarde, tu vas voir. Hein. Le petit que t'as défoncé, il va bien se venger, frère. Ah ouais, oh non, le storytelling de fou, en fait. You know, Kayn Blue River wants nothing more. Oh, yo, 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 yo. Il va prendre la même team ou pas? Il reprend la même team encore. Il reprend la même team, le mec. Et vous allez me dire, oui, mais il l'a massacré hier. Pourquoi il va pas le remassacrer aujourd'hui? Ok. Est-ce que vous vous souvenez la veille, quand il y arrivait pas, quand il se faisait massacrer, Kayn il a changé d'équipe plusieurs fois. Il a essayé sa team avec les gros, avec Hulk, et puis il a essayé une autre team, et puis il a essayé une autre team. Filipino Champ il a jamais changé. Filipino Champ il joue Dr Doom, Magneto, Phoenix et rien d'autre. Kayn a joué 24 matchs la veille contre exactement la même équipe, avec les mêmes persos, avec les mêmes moves. Et vous savez ce qu'il est en train de penser à ce moment-là? Kayn Blue River, il est en mode frérot. Dans ce style de jeu où le plus important c'est de comprendre l'adversaire, de le télécharger, d'avoir ses habitudes dans la tête, tu m'as donné 25 rounds d'entraînement contre ta team la veille du tournoi. C'est dommage pour toi. Oh, le Sharingan. Parce que maintenant je sais à quel timing tu bloques. Ah ouais, frère. Putain, il l'a download en 24 heures, quoi. Quand t'es dans les airs. Et donc je sais quand t'attraper. Ah ouais, mec. Et je sais quand t'as tendance à passer d'un perso à l'autre. Et donc je sais quand charger pour les attraper les deux en même temps. Un vrai joueur, quoi, au final. Un vrai joueur de jeu de combat, quoi. Oh là là, les dégâts.
me some more. Et quand les gens se sont rendus compte que depuis la veille, Kane Son perso s'appelle vraiment Agar, hein, les gars. était devenu capable de trouver des ouvertures dans la défense de F-Champ, le public, les commentateurs, tout le monde s'y est mis. This is justice. Bah, vraiment. Justice. Justice. DAC. Meteors and ass. Ooh. Hit him with this unblockable right here. Hit him with the En non-blockable. fait, tout le monde était contre le gars, de toute façon. Ryan's out of there. Can he come back? Hell no. That sucks. Évidemment, F-Champ s'est pas laissé faire, hein. C'est un monstre et il a pris des matchs et en parfait scénario de match de revanche, à la fin, ils étaient parfaitement à égalité et c'était le vainqueur Non, du mais on dirait que c'est scripté, limite. dernier match l'emporte. Et au début de ce dernier match, F-Champ s'est envolé, comme il le fait souvent avec Magneto, et il a pris exactement la trajectoire prévue par Kane. Oh, you missed your flight. Oh, yo, 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 yo. Oh my goodness. Talk to me. Talk to me. Non, c'est dur, c'est dur, hein. Is this justice? No, like this, not like this, not like this. You can block it, you can block it. Non, mais il est en train de se faire défoncer, les gars. We get meter. Meter. Party hard, hard, hard. Party hard, hard, hard. Okay, we're level 5. Non, c'est dur, c'est dur, hein. C'est dur. Okay, let's go. Attention, elle est quasiment à 5. Les gars, c'est à la 5, c'est la merde. No. Oh, he's dead. Waouh, ouais, non, frère. Hein. Aïe, 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 aïe. Non, le storytelling, mec. Hein. Vous avez vu comment il le regarde. Ah, le regard du mec qui s'est fait défoncer juste avant. Il y a eu 25 matchs, le gars. Voilà, il y avait full disrespect. T'as pas voulu me serrer la main hier. Maintenant, tu vas bien la serrer la main aujourd'hui, frère. Oh my God. Kane will rip. Wow. Incroyable. Everybody rush the stage. Le méchant a perdu, les gars. Putain, mais si seulement c'était comme ça avec Inazuma Eleven, avec les mecs qui nous ont défoncé, les gars, parce qu'ils faisaient du Haramball. C'est ça la justice. C'est ça qu'on aurait dû avoir. Là, c'est digne d'un vrai scénario de shonen. C'est ça la réalité normalement. C'est pas juste les méchants, ils écrasent et ils gagnent. Là, il a gagné. After all of that. Incroyable. Hein. And Par Yipes contre, le commentateur, hein, c'est Dressrosa ou quoi là? C'est Dopamine. inside him. Ryan, no. This is another L for West This Coast. is justice. Incroyable. Ah mais tout le monde voulait son downfall hein les gars. Après chat aussi c'est bien d'être le méchant. Franchement non mais faut être honnête. C'est bien d'être le méchant pour apporter un peu de divertissement sur la scène. T'es là, tu trash talk, tu fais le show, tu prends la cam, tu prends le micro. Tu te fous de la gueule du gars, hein, voilà. Et tu sais que derrière toi, t'as peut-être 10 000 personnes qui t'insultent et qui veulent juste t'éteindre. Mais tu leur donnes pas ce qu'ils veulent. Et t'es tout seul dans ton combat, genre. Ça, c'est Et incroyable, oui, les méchants. Philippe moi, je Champ trouve. n'a pas été très gentil, mais aussi, s'il avait pas pris sur lui de jouer le méchant, Ah oui, tout le monde se serait 10 fois moins amusé ce week-end-là. clairement, Et clairement. personne se souviendrait de ce match. Les méchants, c'est trop bien. Ça crée des histoires, ok. La WWE, le catch, qui est peut-être l'entreprise qui fait du storytelling à la télé depuis le plus longtemps, ils écrivent volontairement des méchants dans leurs arcs parce que ça fait des histoires. Ils appellent ça des heals d'ailleurs. Quand t'es un méchant au catch, ça s'appelle un heal. Et le public a compris d'ailleurs pendant le match. Le chat Twitch dire Filipino Champ est un heal. Mais F-Champ, est-ce qu'il se serait permis de parler comme ça dans une scène où il y a beaucoup d'argent et où Non. tu risques de perdre une fortune en sponsor dès que t'es pas parfait? Ces derniers temps, ça va de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de sponsors, il y a de plus en plus d'argent dans la scène et les meilleurs joueurs gagnent de mieux en mieux leur vie. C'est incroyablement bien. Sauf que du coup, ces dernières années, tout le monde est beaucoup plus calme. Ah ouais, c'est Et ça. c'est un sujet qui est vachement clivant au sein Aïe, de la aïe, LGC. aïe. Tu peux pas, si tu dis que tu regrettes l'époque où tout le monde se trash talkait, ça revient un peu à dire que tu regrettes l'époque où le meilleur joueur repartait avec une manette de PS4. Je pense que la solution, c'est que les Non mais un minimum quoi. Non mais frère, ça fait un tournoi, autant pas donner de cadeaux quoi. Autant rien donner. Les mecs qui jouent déjà de ça avec des manettes ou avec des bornes d'arcade qui sont déjà plus chères qu'une manette de Play 4. Ça te donne une manette de Play 4 frère. sponsors comprennent Abuse.
que ça fait le sel de la scène, que ça fait le spectacle et que c'est incroyable et qu'ils acceptent des joueurs qui trash talk et qui sont des fois méchants. Quand John Cena est devenu un heel récemment, il n'a pas arrêté d'être payé. Il a probablement même été payé plus qu'il ne l'a jamais été. Mais c'est parce que... Ah, il y a un moment où John Cena, il sombre et il devient méchant dans la scène. J'ai jamais suivi un arc WWE, les gars, catchant. Genre les lores, les arcs, les trucs. Mais comment ça, normalement, John Cena, c'est le gentil, ça a toujours été le héros, non? Catch fait ça depuis longtemps avec des sponsors super intelligents, capte que les méchants ça crée des histoires. Et que Ouais, les histoires ça rend le scène. public heureux et que le public heureux dépense de la thune. Bref, le fait est que, en partie grâce à l'ambiance héritée des salles d'arcade et en partie parce qu'il n'y avait pas une thune, ces 30 dernières années, les joueurs de jeux de combat ont été 1000 fois plus drôles à suivre que les joueurs de n'importe quel autre jeu. Bah oui, c'est ça, hein. There's gonna come a point when you forget about what happened, and you're gonna want to come back at me, and you're gonna want to wash the taste of my dick out of your mouth. Ouais. Oh là, c'est des ouf, c'est incroyable. Wesh, les réactions, elles sont incroyables, hein. Non, sa tête, elle est légendaire, ça. Mais y a pas des mecs qui t'attendent à la sortie quand tu fais ça? C'est tellement l'ambiance geek. Pepperoni is 5 yards. Oh my! Double yellow card. Internet. He's taking it. Whoa. He's He's not- gonna. he is not Look at removing him the shirt. laughing. Oh my goodness. Voilà. Non, la scène, elle est incroyable en vrai, hein. Stick out of your hand. Don't ever hold one of these again in front of me. Be a pad player, because you don't deserve to hold these. Ils sont forts aussi pour l'overreact, les gars. Le mec, il était comme ça. Il y a tellement d'histoires comme celle de F-Champ et Ken Blue River. Pas forcément des histoires où quelqu'un est méchant avec quelqu'un d'autre, juste des histoires trop cool à raconter. Juste des bons arcs, il y en a plus dans les jeux de combat. Je sais pas pourquoi il y en a plus dans les jeux de combat, j'en ai vu tellement ces dernières années. J'ai vu des trucs que vous ne croiriez pas. J'ai vu, ok, vous voyez comment le temps de réaction humain, c'est à peu près 200 millisecondes. Genre, l'écran s'allume et tu dois immédiatement appuyer sur un bouton, en moyenne, 200 millisecondes. S'il faut prendre une décision avec, genre, pas appuyer sur le même bouton selon la couleur ou pas prendre la même posture défensive selon l'attaque qui t'arrive dessus, soudain ça double. Ça va vers 350-400 millisecondes. J'ai vu ce gosse sortir le personnage le plus nul du jeu et remporter un des plus gros tournois de l'année. Pourquoi ? Parce qu'il réagissait 2 fois plus vite que n'importe qui d'autre, parce qu'il prenait des attaques qui sortaient en 200 millisecondes et il réagissait parfaitement à chaque fois. Et j'ai vu son adversaire, qui était un des plus grands joueurs du monde, commencer à paniquer en se disant « Oh merde, la personne en face de moi est en train de faire des trucs surhumains ». Avec des réflexes comme ça, il aurait pu conduire un avion de chasse, ou conduire une Formule 1, et il a décidé d'utiliser ses talents pour jouer Panda sur la scène internationale. Après, t'as des mecs comme ça, désolé, enfin, ils spawnent, ils sont juste trop forts.
se bat avec J'ai un vu joueur de panda, frère. Smash, un grand joueur de Smash, qui s'est rendu compte en plein milieu d'un tournoi que pour la première fois depuis des années, il allait gagner à nouveau. Et il a pas supporté les émotions et il s'est mis à pleurer alors que le match n'était pas fini du tout. Moi, je suis un Gribox. Et mettez-vous à la place de son adversaire 2 secondes. Il est en grande finale, il est en train de tout donner et ton adversaire est en train de tellement te malaxer qu'il pleure de joie en avance. En vrai, moi, je me serais levé, je me serais battu avec le gars. Comment ça, tu pleures? Tu vas pleurer parce que je vais gagner, en fait. Oui, il me reste une vie. Oui, t'as 4 vies d'avance. Mais la vie, je vais te malaxer avec ma pitch. Tu crois quoi, là? Oui, t'as bien raison de pleurer parce que tu vas perdre. Et là, tu te prends un perfect. J'ai vu Wawa de chez BMS, la plus grande structure e-sport française, promettre à un gosse en plein tournoi qu'il allait plus perdre jusqu'à la fin du tournoi. Et il a tenu sa promesse à cet enfant random, et non seulement il l'a tenu pour le tournoi, mais il l'a tenu jusqu'à la fin de sa carrière. Il a plus perdu jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite de ce jeu, à partir du moment où il a fait cette mais wesh, c'est qui ce monstre? promesse à un gamin random dans le public. Et pour tenir cette promesse, il a fallu à un moment qu'il joue contre Sonic Fox, un des plus grands joueurs de tous les temps, le genre de personne dans la défense, il n'y a pas de trou dedans. Il n'y a pas de trou dedans. Et si tu veux trouver l'ouverture, tu vas devoir faire des folies. Et regardez ce coup qui ne connecte pas, c'est fait exprès. Parce qu'après avoir passé des dizaines d'heures à s'entraîner, il s'est rendu compte que cette attaque bien particulière, si tu la fais sur les persos de petite taille, elle rate. Ça veut dire que pendant 0,5 secondes, Sonic Fox se dit « C'est bizarre, j'attends un coup qui n'arrive pas ». Et grâce à ça, il est en retard d'une fraction de seconde sur le prochain bloc. Et fallait Ça va pas la tête? faire ce genre de dinguerie pour le Là, perturber. mais faut utiliser un truc qui marche que sur les petits persos, sinon ça, c'est mort. Assez pour trouver l'ouverture. Faut créer une ouverture. Non mais c'est un Mickey là. J'aurais pris un autre perso, ça aurait été peut-être... Je sais pas, ça aurait été différent peut-être. J'ai jamais suivi la scène de jeu là les gars, de Fighter Z. Je l'ai le jeu hein. Je dois avoir quoi? Je dois avoir peut-être 10 heures de jeu dessus. C'est cool en vrai hein, Fighter Z hein. Sympa. Ah bah Joël. Mais du coup, si c'est aussi bien, pourquoi c'est pas plus joué? Et Quel on beau retourne gars. sur la grande question, pourquoi c'est pas plus joué? Et vous savez, quand on demande à la communauté des jeux de combat, ils ne savent pas non plus. Hein. Ça se voit. En vrai, moi je pense savoir pourquoi c'est pas plus joué. C'est juste que, en fait, pour moi, les jeux de combat, ça a une durée de vie très éphémère, mais c'est toujours très divertissant à regarder. Genre, en fait, un jeu de combat, ça se comprend assez facilement, tu vois. Genre, tu sois un expert ou un casu, bon voilà, concrètement, faut se battre, mais la scène e-sport d'un jeu de combat, pour moi, ça reste quand même du divertissement. Ça reste quand même intéressant à suivre, tu vois. Mais en tant que consommateur, tu vas pas passer. En termes de durée de vie, tu vois, genre, je sais pas, ça va pas durer des années et des années et des années et des années. À part quelques exceptions, au bout d'un moment, les utilisateurs, ils sont quand même de moins en moins fréquents, quoi. Ça se voit que ça les perturbe, ça se voit que ça les interroge. Mais la compétition, pour moi, elle restera toujours là, elle restera toujours présente. Pourquoi on n'est pas plus mainstream? Et souvent, la raison qui est avancée, c'est les jeux sont trop durs, ils sont trop frustrants, tu te fais trop casser la gueule au début, ce n'est pas ça la raison. Je vous jure que ce n'est pas ça la raison. Pour t'amuser sur un jeu de combat, même si tu es le pire joueur du monde, tu as besoin d'une seule chose. Un adversaire de ton niveau. C'est tout. Tu peux être horrible. Du moment que le mec en face est aussi horrible que toi, ça va être fun. Ouais, quand j'ai commencé Tekken, j'ai commencé sur Tekken 7 et je jouais Kazuya. Et je suis tombé en ranked contre un mec qui était un petit peu meilleur que moi. Un petit peu meilleur, il était en train de gagner. Pas de grand chose, mais vraiment il était en train de me casser la gueule. Et au milieu du match, alors que j'étais en train de bloquer à gauche et à droite, je me suis souvenu d'un move que j'avais vu qu'une seconde en mode entraînement. Un truc stupide. Un truc qui met 8 ans à partir et où ton personnage tourne de Oh, le combat de clochard, frère. fois sur lui-même avant de mettre un énorme uppercut. Et alors que j'étais en train de me faire casser la gueule et que je n'avais pas d'autre espoir, j'ai revu la combinaison dans ma tête, j'ai lancé le move et il savait pas comment le bloquer, il se l'est pris dans la tête. Et j'ai gagné le match sur ça. Et 5 minutes après,
J'ai raconté ça à un pote qui jouait beaucoup plus que moi à Tekken et qui m'a dit mais frère, personne prend cette attaque. Personne, n'importe qui a 20 secondes sur Tekken, c'est qu'il faut juste faire un pas de côté et tu l'esquives. Sauf que le mec en face, bah c'était un nulos comme moi. Et du coup il l'a pris et du coup c'était incroyable. Et la seule chose que je voulais après ce match, c'était retourner en mode entraînement, apprendre d'autres techniques et réessayer. Et ça m'a donné la motivation pour jouer longtemps à Tekken et il n'en fallait pas plus. C'est pour ça le jeu de LoL là, en fait le jeu de Riot de XCO là. Ça, je sais, ça peut être ma cam, tu vois, concrètement. Genre, j'ai toujours pas sauté le pas pour prendre le jeu ou quoi, mais je sais que ça c'est des jeux, je peux tomber dedans, après c'est fini. Hein. Juste un adversaire de ton niveau. Et c'est là qu'est le problème. Pas grand monde vit près d'une salle d'arcade. Pas grand monde a le réflexe d'aller dans une salle d'arcade. Comment tu fais pour avoir régulièrement des adversaires de ton niveau ? Internet. Le seul truc qui peut te fournir assez de gens pour qu'il y ait toujours quelqu'un de ton niveau, c'est Internet. Ces gens ont eu Internet 30 ans après tout le monde. Je vous jure. Sur League of Legends, si quelqu'un lag, c'est pas très grave. Ça va pas ruiner la partie. Sur CS, pareil, quelqu'un lag, bon, relou, c'est pas grave. Mais ces jeux-là, tu es toujours à 1 mm de ton adversaire. Tout est ultra millimétré. Si la connexion n'est pas parfaite, c'est injouable. Vous savez ce qui se passe quand ton adversaire lag même légèrement sur un jeu de combat? Le jeu te ralentit pour que c'est ça, pour que vous soyez synchronisés. Vous voyez tous les deux la même chose à la même microseconde. Ouais. Ça veut dire que ton Smash, combo que tu as passé... Smash, le online de Smash, il est horrible. Hein, quand t'as des mecs qui ont des box, frère. Les box, c'est vraiment... C'est une forge, le truc. La box, elle est là en mode... Tu vois la turbine, elle tourne comme ça. Le mec, il joue sous Edge. 40 ans à apprendre. Il y a un moment aussi, il y a des gens, faut pas qu'ils puissent se lancer en ligne, frère. Grenier. Soudain, tu dois le faire sur un rythme un peu différent. Imagine, t'as appris un morceau au piano, et il est dur, et t'en es très fier. Et à chaque fois qu'on te demande de le jouer, on te le demande sur un tempo légèrement différent. Et si tu te rates, quelqu'un rentre dans la pièce et te casse la gueule. C'est ça que ça fait de jouer à des jeux de combat en ligne. Vous savez quand on a commencé à avoir des connexions à peu près suffisantes pour jouer confortablement à des jeux de combat en ligne ? 2018. C'était hier. Pourquoi c'est pas mainstream les jeux de combat ? Parce que ça fait 30 ans qu'on a Internet pour les autres jeux, et globalement 5 ans qu'on a Internet pour les jeux de combat. Et depuis ces 5 dernières années, le nombre de joueurs de jeux de combat implose, et Street Fighter 6 fait des chiffres de fou, et j'ai vraiment aucun doute que ce genre va continuer à devenir de plus en plus énorme maintenant qu'il y a une bonne connexion, parce que c'est incroyable. Après, tu vois, par exemple, organiser un tournoi, mais en ligne, pour moi, ce sera jamais aussi bien qu'un tournoi local où tout le monde est assis à côté des autres, t'as le public qui est à quelques mètres, qui peut débarquer à n'importe quel moment. Genre, ça pourra pas enlever l'atmosphère qu'il y a eu dans ce genre de tournoi, tu vois. Genre, faire des tournois en ligne, pour moi, c'est une erreur. Enfin, c'est bien parce qu'en tout cas, les mecs auront pas besoin de se déplacer, mais en vrai, bon, c'est quand même mieux quand les mecs sont là en présentiel, quoi. Et la FGC, leurs matchs seront toujours hors du commun à regarder. Parce que ça a été pensé pour être les jeux d'arcade ultimes. Parce que quand un match d'un jeu de combat se lance, tu sais que dans 50 secondes c'est terminé. Parce qu'il faut qu'un autre gosse remette une pièce dans la machine. Mais aussi tu sais qu'un milliard de trucs peuvent arriver. Rien dans la durée, tout dans la profondeur. Et tu sais aussi que tant qu'il reste un point de vie à quelqu'un, absolument tout est possible. Je connais pas du tout Tekken pour le coup. Hein. Attends, pourquoi il y a Akuma dans Tekken, les gars ? Ils ont fait un spin-off, genre ? Ah ouais, c'est incroyable. Ah, ils ont fait le collab, ok. Toute cette vidéo, j'ai voulu la faire pour dire que la FGC, c'est shonen. Vous voyez c'est quoi shonen ? C'est cette mentalité que tu es le personnage principal, et peu importe combien de trucs on t'envoie dans la gueule, à la fin, tu gagnes. Je sais pas pourquoi les jeux de combat c'est shonen comme ça, c'est... Peut-être parce que ça se joue seul, t'as pas de coéquipier, t'as peut-être un club mais t'es toujours seul dans ta compète, peut-être que c'est le gameplay du jeu qui fait ça, peut-être que c'est l'esprit de la FGC, je sais pas. Le fait est que c'est eux qui ont les meilleures histoires et ce n'est que des mecs qui triomphent à la dernière seconde contre le monde entier. Et c'est incroyable. En plus ils ont tous l'air un peu fous, hein. Et tout ça est basé sur le design de une team pour un jeu. Parce que la FGC joue à des centaines de trucs. Mais elle passe relativement facilement de l'un à l'autre parce que c'est la même formule de base depuis 35 ans et on n'y a pas vraiment touché. Ce délire de toi et moi, duel, 1v1 vu de côté. On va faire un pierre-papier-ciseaux entre frapper, bloquer et saisir. Celui de nous deux qui comprend le premier comment pense l'autre va trouver l'ouverture et là on va voir si tu as dans les mains le combo que tu as entraîné pendant 3 ans dans ta chambre. Oh les gars, la scène de XCO, le jeu de Riot là, elle va être exceptionnelle. Hein.
façon, tout ce que Riot fait, ça se transforme en du pétrole, frère. Ils vont nous faire une scène e-sport sur ce jeu, ça va être n'importe quoi. Ça va être phénoménal. Elle est si addictive, elle est si incroyable. Tout le monde a voulu la faire à sa sauce. Aujourd'hui, il y a des jeux qui sont rapides, il y en a qui sont lents, il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont moches, il y en a qui sont faciles à prendre en main, il y en a il faut bac plus 48, il y en a dans un style animé, c'est ça que t'aimes, il y en a dans un style réaliste. Il y a des milliers de jeux de combat. Et ils ont tous un truc unique à offrir. Mais vraiment, ils sont tous Street Fighter 2. On sent qu'il s'est gavé TGR à faire cette vidéo, mec. Hein. Je pense que vraiment, il a enchaîné. Hein. Ça l'a bien fatigué, frère. Sauf un. Bah, Smash, hein. Bah ouais, oh putain, bah oui, tu vas parler de mon bébé, bah oui. C'est le seul, vraiment. Ça aurait été la plus grande scène all-time d'un jeu de combat, mais sans forcer. Et il a fallu que son propre créateur sabote sa propre scène. Parce que Smash, contrairement aux autres jeux de combat, je trouve qu'il y a quand même un côté où tu peux être très casu et te taper des barres sur le jeu. Tu mets tes objets, tu mets tes trucs et tout, tu peux être extrêmement nul à Smash et te taper ta meilleure après-midi avec tes potes, hein. Il y a 35 ans, au moment où tout le monde était en train de plagier Karate Champ, il y a une boîte qui ont voulu faire les mecs spéciaux et uniques et qui ont fait ok, j'ai fait un jeu de combat, mais je pense qu'au lieu de se taper dessus jusqu'à ce qu'on soit KO, on devrait se taper dessus jusqu'à ce qu'on pousse l'adversaire en dehors de la carte. Et ça s'appelle Urban Champion. Et à ce moment-là, tout le monde a dit Nintendo, ton jeu il a l'air horrible, il a l'air nul, personne veut jouer à Urban Champion, laisse-nous tranquille. Et Nintendo a fait ok, vous allez voir si personne voudra jamais jouer à mes jeux où on pousse les gens dans le vide. 40 ans plus tard, on a Smash et c'est un jeu absolument incroyable, mais c'est fondamentalement différent de Street Fighter 2. Il n'y a pas les mêmes fondamentaux, il n'y a pas le même gameplay de base. Et à cause de ça, il est boudé par la FGC. Il y a plein de gens dans la FGC qui considèrent que c'est pas un vrai jeu de combat. Et il y a plein de tournois où il n'y a pas Smash. Alors que c'est un jeu phénoménal. Moi, j'aime bien Trash Talk Smash. La vérité, c'est un jeu phénoménal. Et surtout, une fois que tu as affaibli ton adversaire, tu ne peux terminer le combat qu'avec certains coups. Et c'est des coups qui sont difficiles à mettre, ils sont généralement plus lents que les autres. Et tu peux mettre un moment à réussir à caler ton Smash, justement. Ce qui fait que, en termes de rythme, c'est hors du commun. Vous voyez, une partie de League of Legends, c'est globalement on s'ennuie et des fois il se passe un truc. Ok, dans un jeu de combat, c'est beaucoup plus souvent intense parce que tous les rounds sont courts et intenses. Ok, Smash monte la tension à son niveau maximum, le moment où tu sais que quelqu'un peut sauter sur un Smash, et étire le moment le plus incroyable sur la durée. En termes de rythme, Smash est possiblement le jeu e-sport le plus incroyable de tous les temps, mais c'est vous dire à quel point ces gens sont attachés à la formule de Nishitani, à quel point la formule Street Fighter 2 est phénoménale. Totalement d'accord avec ils acceptent des centaines et des centaines de jeux qui font tous la formule Street Fighter 2 d'une façon un peu différente, mais Smash, soudain c'est pas cette formule et ça ne va pas. Condamné à être éternellement au coin pour le crime de ne pas avoir l'ADN de Street Fighter 2, c'est vachement dur, c'est vachement triste, mais aussi ça montre que la formule de Street Fighter 2 est hors du commun. Après, ça n'a pas empêché le jeu d'être un carton, hein. Oui, il a été boudé, mais le jeu il marche tellement bien. Oh, is he dead? No, not yet. Going for the heavy character. How is he gonna make it back? He doesn't have it. Okay. What's the edge going? Back on stage. Oh, he's dead. No. Oh, missing. It's all spaghetti right now. Wesh, le nombre d'esquives par contre. About to break. Oh, barely dodges the fair. By jumping step throw. Fair. Left throw. Not yet dead. Ouah, non, il y a un moment, faut mourir, frère. Fucking regrets makes it back to the ledge. He parries, but he misses a punish. Ah, c'est fini là. Going to a game 5 situation. Aïe. Such a good game. Putain, j'étais bon à Smash, moi. C'est peut-être le seul jeu de combat où j'avais un bon niveau. Les gars, quand on était en Corée et qu'on était parti avec tous les autres streamers, là, on avait pris une Switch, on l'avait branchée sur une vieille télé qu'on avait dans la maison où on dormait. Tous les jours, les gars, on faisait du Smash avec les autres quand on terminait un live IRL ou je sais pas quoi. Et leur objectif, c'était juste de me prendre une game. Ils tournaient à tour de rôle, les gars. Pareil, même dispositif. 2 chaises devant la télé miteuse, voilà. 2 manettes, tac, le perdant il sort. On est resté 10 jours en Corée, je suis pas sorti une fois, frère. Il y avait tout le monde. Et en plus, je les trash-talkais, je leur disais non, mais fais ça, fais ci, fais ça. Pendant qu'on faisait le match, je lui disais quoi faire pour essayer de me mettre des coups. Les mecs, ils pétaient les plombs, hein. T'étais chaud à Sparking? Non, j'étais pas ouf à Sparking.
Comparé aux autres streamers, oui, j'avais un bon niveau, mais comparé au commun des mortels, j'avais pas un tournoi de ouf. Mais par contre, j'ai toujours eu cette facilité à comprendre rapidement le jeu. Donc, par exemple, tu vois, les tournois, le peu de tournois qu'on m'avait invité sur Demon Slayer. Demon Slayer, les gars, il faut comprendre que le premier tournoi que j'ai eu dessus, je n'avais même pas le jeu. J'ai téléchargé le jeu le jour même. J'ai joué de 23h à 6h du matin au jeu pour essayer de le comprendre avec d'autres streamers et tout. Le lendemain, il y avait le tournoi et je suis arrivé en finale du tournoi. J'ai perdu deux tournois de Demon Slayer. Je suis arrivé en finale. Les 2 fois, j'ai perdu en finale. Voilà. Et la deuxième fois, j'ai pas pu gagner le tournoi parce qu'en fait, le joueur en face de moi, c'était un pro. Donc, il m'a pété la gueule. Hein. Il m'avait mis un 3-0, je pouvais rien faire. Voilà. Ok. Et je me souviens de Demon Slayer, c'était Une incroyable. dernière histoire, pour finir. J'ai une dernière histoire. Je pense Dites-vous que voilà, il y a quelqu'un qui me le dit maintenant dans le chat. Dites-vous que le premier tournoi, en fait, quand la personne qui avait organisé le tournoi a regardé mes heures, elle a vu que j'avais que dalle d'heures et elle était choquée de mon niveau. Et pendant le tournoi, il pensait que je trichais. Tout le monde pensait que je trichais, en fait. Donc, pendant le tournoi, les gars, à un moment, en plein combat, j'étais en train de péter la gueule du gars. On m'a demandé de mettre pause, hein, de montrer ma manette et d'appuyer sur les touches pour voir si mon personnage réagissait quand j'appuie sur les touches. Genre ça avait et de sauter, ouais, je me souviens. On avait fait une pause en mode parce que tout le monde disait que j'étais un malade, quoi, en fait. Ok. Et on va apprendre à faire une dernière histoire, pour finir. J'ai une dernière histoire. Je pense que vous la connaissez tous, c'est la plus connue de toute la FGC. Je trouve qu'elle est bien parce qu'elle permet d'illustrer un dernier truc de la FGC qui est qu'on accepte tout le monde. La règle dans une salle d'arcade, c'est si tu viens et que tu as ta pièce, on te laisse jouer. Tu devras peut-être attendre ton tour, tu devras probablement poser ta pièce sur la machine derrière les autres pour dire que t'es dans la file d'attente pour jouer, mais on te laissera jouer. Si personne te connaît, on te laissera jouer. Si on sait que t'es nul, on te laissera jouer. T'as le droit à ton match. Et donc, même les plus gros et les plus prestigieux tournois sont en entrée libre. Si toi demain t'aimes le foot, on te laissera pas participer à la Coupe du Monde. Faut que tu sois pris dans une équipe, faut que tu passes des sélections, nanani nanana. Dans la FGC, on te laisse participer à la Coupe du Monde. Tu viens avec ton stick, tu joues. C'est ça qui est beau en fait. Ça tombe extrêmement bien parce que ça permet des fois de découvrir de nouveaux joueurs qui sont extrêmement bons, ils débarquent au tournoi, personne ne savait qu'ils étaient phénoménaux, ils terminent 5ème sur 2000, ça permet de découvrir des talents, c'est très excitant, tu vas à un tournoi et il se peut qu'il y ait quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler qui fasse une perf de fou, c'est peut-être la révélation de quelqu'un. Dans d'extrêmement rares cas, c'est la révélation d'un pays. Genre, je sais pas quel sport vous suivez, mais normalement dans le sport que vous suivez, vous savez qu'il y a des nations qui sont super bonnes à ce sport, il y a des nations qui sont horribles et qui performent jamais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un pays soit incroyable à votre sport préféré et personne ne le savait parce que les gens de ce pays ne voyageaient pas aux compétitions internationales et donc c'était un secret que cette nation était incroyable à ce sport. Et bah je connais une discipline où c'est arrivé parce que dans les années 90 quand Street Fighter a commencé à super bien marcher, Capcom n'arrivait pas à faire des bornes d'arcade assez vite pour tout le monde et donc leurs bornes elles étaient super chères parce qu'il y avait énormément de demandes. Et donc il y a des pays où il y avait moins d'argent où on s'est mis à acheter autre chose que Street Fighter, on s'est mis à acheter des licences concurrentes parce qu'elles étaient moins connues et donc moins chères. Et ça a façonné la culture de tout un tas d'endroits d'ailleurs. Au Mexique, il y a des joueurs de King of Fighters qui sont terrifiants, genre vraiment certains des meilleurs joueurs de King of Fighters au monde sont mexicains, parce que pendant très longtemps là-bas c'était plus abordable de trouver une borne de King of Fighters qu'une borne de Street Fighter. De la même façon, il y a énormément de bornes de Tekken, le jeu de combat 3D où tu peux faire des esquives sur le côté, qui sont qu'est-ce qu'il fait là, Negan? arrivés. Ça fait des collabs de ouf. Attends. Oh, au Pakistan, il y a des mecs... Ah ouais, non mais attends, mais c'est fou, hein. Et au Pakistan, si tu étais un jeune geek au début des années 2000, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. L'accès de la population à Internet n'était pas bon. Importer des consoles de salon type Nintendo était relou et cher. Et donc ces bornes de Tekken sont très vite devenues incroyablement populaires. En quelques années, tous les quartiers de toutes les villes au Pakistan avaient des salles d'arcade où ça jouait à Tekken 15 heures par jour. What? Un pays qui a une culture de salle d'arcade produit des joueurs terrifiants. C'est juste le fait d'aller sur place pour s'entraîner à un jeu te rend meilleur que les gens qui jouent en ligne. Ça, c'est la même chose sur League of Legends, hein. C'est pas un hasard si l'Asie qui a une culture de cybercafé démolit l'Europe qui a une culture de online. Le fait d'être sur place, le fait d'avoir des gens qui te regardent et le fait de payer à la partie ou à l'heure, donc tu dois tout donner à chaque match parce que c'est ton argent qui est en jeu, ça change absolument tout. Les endroits qui ont une culture d'arcade et de cybercafé démoliront toujours les endroits où la culture c'est de jouer confortablement de chez soi. Et donc très rapidement, l'écosystème pakistanais commence à créer des joueurs qui sont monstrueux. Mais le passeport pakistanais est l'un des pires au monde. Non seulement il permet d'aller nulle part sans visa, mais en plus ce visa est généralement refusé à moins de pouvoir justifier une raison extrêmement sérieuse pour laquelle tu voyages. Ce que tu n'as pas globalement quand tu veux juste jouer à Tekken. Et donc personne dans la commu peut voyager et cette situation pas très sérieuse dure extrêmement longtemps parce qu'ils jouent à genre 4 ou 5 itérations différentes de Tekken.
pendant presque 20 ans, il regarde les grosses compétitions internationales à la télé, il regarde les Américains et les Coréens se mettre dessus. Pendant 20 ans, ils sont parmi les meilleurs au monde et personne ne le sait. Enfin, en vrai, quelques personnes le savaient. Enfin, c'est plus qu'ils s'en doutaient. C'était une sorte de secret très bien gardé, / secret tellement secret que c'en était plus une rumeur. Genre, par exemple, un jour, vers 2013-2014, il y a Spag, qui est un commentateur de Tekken britannique, dont la famille est originaire du Pakistan, qui accueille un cousin chez lui pour les vacances. Et ensemble, ils vont à un tournoi local. Et son cousin lui dit « Spag, tu ne te rends pas compte, il y a des mecs chez moi qui massacreraient tout le monde à ce tournoi. » Ah ouais, le teasing, mec. Et à part Spag, personne ne l'a cru. Absolument personne. Ils lui ont dit « Frérot, il y a quand même certains des meilleurs joueurs du monde qui ont fait le déplacement pour être là aujourd'hui. Et tu nous dis quoi? Tu nous dis que le pote qui vit près de chez toi à Lahore pourrait tous les prendre? C'est ça ?» En fait, là-bas, les gars, c'est le Dark Continent, quoi. Bien sûr que non. Ils sont là, il y a que des mecs, ils ont tous un niveau de joueur pro, mais personne le sait. Bien sûr que non. Tu peux te faire un mercato de fou. Il faudrait une seule chose pour faire changer tout le monde d'avis, ce serait qu'un joueur pakistanais réussisse à faire une énorme perf. Si ça arrive un jour, ça tournera l'œil des sponsors vers le pays, et il y aura des jeunes pakistanais qui se feront scouter, et ils auront de l'aide financière pour voyager, et surtout ils auront de l'aide administrative pour essayer d'obtenir des visas, et juste pour pouvoir voyager. Il suffirait d'une énorme perf pour désenclaver le pays entier, en fait. Intervient du coup dans notre histoire Arslan H. Ah oui, attends, mais lui, j'en ai déjà entendu parler, les gars. Qui est un jeune homme de Lahore, qui est la deuxième ville du pays. Et c'est la terreur locale. C'est tout le monde, dans toutes les salles d'arcade de Lahore, c'est qui c'est. Généralement, c'est lui qui gagne les tournois locaux. Il est monstrueux, à Tekken. Véritablement monstrueux. Et le soir, quand tout le monde se rassemble au cybercafé pour regarder les grosses compètes aux États-Unis ou en Corée, il regarde les meilleurs joueurs du monde et il se dit, honnêtement, j'ai l'impression que je pourrais prendre ces gens. Ouais, c'est pas ouf, quoi, en fait. Enfin, on vient de voir la finale, ouais, les mecs ont pas le niveau, quoi. Enfin, c'est ça les États-Unis, c'est ça le gratin du gratin des joueurs. Mais il est très conscient à ce moment-là que c'est impossible de gagner sa vie en jouant aux jeux vidéo, et donc il a commencé des études pour être comptable. Et pourtant, un jour, un club le contacte. Ce qui est bizarre, parce que les clubs pakistanais n'existent pas, et les clubs coréens, japonais et occidentaux savent pas que les joueurs pakistanais existent. Il est contacté par un club d'un pays qui est dans une position très unique. C'est un endroit qui est riche, très intéressé par l'e-sport, beaucoup ouvert sur le monde et en bon terme avec le Pakistan. C'est les Émirats Arabes Unis. Dubaï a entendu parler de lui. Dubaï, c'est facile de faire Dubaï, Karachi. Les deux pays sont pas très loin et donc des rumeurs sont arrivées jusqu'au club de Dubaï qui ont beaucoup d'argent. Et donc ils scoutent Arslan et pour faire un test, ils le font venir à Dubaï pour un tournoi avec un niveau plutôt relevé avec plein de très bons joueurs d'Asie. Et Arslan pulvérise tout le monde. Mais vraiment, le mec il a pas perdu une manche, tu sais. Pulvérise tout le monde. Et à ce moment-là, le club émirati qui s'appelle Vislash dit bah tu vas nous rejoindre déjà et écoute, puisque dans la FGC n'importe quel tournoi est en accès libre, Arslan frérot, on va t'envoyer à l'Evo. Ah ouais, comme ça, direct son deuxième tournoi, c'est ça, genre. L'Evo est le plus grand rendez-vous de l'année. Si tu joues à un jeu de combat, il n'y a rien de plus grand que d'être le champion de l'Evo. Ça se joue à Las Vegas, mais aussi au Japon. Tous les 6 mois, ça fait Las Vegas, Japon, Las Vegas, Japon. Et l'édition du Japon est sur le point d'arriver. Commence donc la quête quasi impossible de réussir à envoyer Arslan à Fukuoka pour jouer l'Evo Japan. Là, par contre, sa vie, elle a dû faire un twist, les gars. Du coup, ils font une demande de visa. Et ils attendent, et à la fin, elle est rejetée. Et Vislash, en creusant un peu plus le problème, se rend compte que les ressortissants pakistanais sont flagués au Japon comme ayant un haut risque de rester au-delà de leur visa et de disparaître et de ne plus jamais quitter le pays. Et donc apparemment, ce qui rassure les autorités japonaises, c'est de leur donner la preuve que tu viens faire un événement dont on peut bien prouver qu'il existe. Ce qui veut dire que Arslan a besoin d'une invitation pour l'Evo Japan. Ce qui est extrêmement drôle parce que la magie du truc, c'est qu'il est en entrée libre. Donc l'Evo n'a jamais envoyé une invitation à personne de toute son histoire. Vous vous souvenez de Spag, le commentateur britannique de Tekken? Un beau jour, il reçoit un appel du Pakistan qui dit « Salut, tu me connais pas, le GOAT, mais je m'appelle Arslan, j'ai trouvé ton numéro grâce à des connaissances communes. » Wow, mais les mecs, tout ce qu'ils doivent faire pour essayer de participer au tournoi, mec, c'est aberrant, genre. Tu es un mec important dans la FGC et tu sais qu'il y a des bons joueurs au Pakistan, t'es un des seuls à savoir. J'ai besoin que tu écrives aux organisateurs de l'Evo Japan, que t'arrives à les convaincre de m'envoyer une invitation. J'en ai besoin pour un visa. Spag fait, il n'y a pas de souci, il appelle les organisateurs de l'Evo, leur explique
explique le truc et les organisateurs de l'Evo, pour la première fois de leur carrière, font une magnifique invitation et l'envoient au Pakistan. What? Arslan reçoit la lettre, la met dans son dossier. En vrai, là, c'est un début de shonen, les gars. Et fait une deuxième demande de visa. Et ils attendent. Et ils attendent. Et honnêtement, ils attendent vraiment longtemps. Ils finissent par penser que ça a été rejeté simplement parce qu'il n'y a pas de réponse. Et à 2 jours du début du tournoi, on leur dit « Ah, ton visa a été accepté. » Et là, soudain, branle-bas de combat. « Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut encore être à l'heure? Comment est-ce qu'on y va? Qu'est-ce qu'on fait ?» Visage fait « Ok, on peut encore être à l'heure. Mais il n'y a aucun avion qui fait directement Pakistan-Japon. Donc on va te faire un itinéraire. Tu vas faire Pakistan-Thaïlande, Thaïlande-Fukuoka. Ok ?» Arslan débarque à l'aéroport, montre son billet et on lui dit « Où est ton papier spécial pour la Thaïlande ?» Quoi? Un Pakistanais ne peut rester que 12 heures sur le sol thaïlandais s'il n'a pas une préautorisation. Ah non, mais c'est horrible. Attends, mais c'est horrible, les papiers pakistanais, les gars, tu peux rien faire, frère. Et son escale, elle dure 21 heures. Et il ne le savait pas parce qu'il a eu son visa la veille et qu'ils ont tout réservé en catastrophe. Ils ne l'ont pas laissé monter dans l'avion. Donc il rappelle le club en catastrophe, le club fait ok, nouvelle route, tout va bien, tu vas faire Pakistan, Malaisie, Malaisie, Corée du Sud, Fukuoka. Ah, abuse. Il y a combien d'escales là? Il prend 20 avions différents. Il embarque. Il arrive en Malaisie. Au moment de prendre le deuxième avion, on lui dit où est ton visa pour la Corée? Allez, c'est bon, il y a un moment, stop, pitié, laissez-le tranquille. Et le club fait ok, ça commence à être ultra chaud en termes de timing, mais si tu dors toute la nuit à l'aéroport en Malaisie, demain, il y a un dernier vol qui fait Malaisie-Tokyo. Ah, oh le destin. Tu seras pas dans la bonne ville. Tu devras encore choper un vol domestique qui fait Tokyo-Fukuoka et t'auras très peu de temps pour le faire. Mais si on y arrive, tu arriveras avec genre quelques heures d'avance pour le tournoi. C'est un bordel, hein. Arslan dort dans l'aéroport, le lendemain matin il se présente et la personne à la bande dit « Ok, tu veux aller au Japon, tu as bel et bien un visa pour le Japon, c'est top, mais la personne qui a validé ton visa dit que t'es censé passer par la Thaïlande. » Non les gars, il arrivera jamais au tournoi, c'est bon, ça y est, je suis trop investi dans cette histoire. Il y a tout le dessin qui dit non, tu ne deviendras pas pro, non, tu n'auras pas cette visibilité, non, tu ne seras pas le premier joueur pakistanais à écraser tout le monde dans un tournoi à l'Evo. Et t'es en Malaisie là. Pourquoi je devrais te laisser passer alors que t'as changé ton itinéraire sans prévenir personne? Là, il fait juste de la peine au garde. Genre, il lui explique tout. Il lui explique que ça fait 2 jours qu'il est dans des aéroports, que c'est le rêve de sa vie d'y aller et qu'on l'a juste pas laissé aller en Thaïlande. Et incroyablement, ça marche. What? Le garde dit, je capte, tu sais quoi, va à Tokyo. Oh, W. Oh, merci le garde, putain, enfin un peu de bonté, enfin un peu d'humanité dans ce monde de merde, frère. Il débarque à Tokyo. Merci. Il a ultra peu de temps pour attraper un avion pour Fukuoka, sauf qu'il est perdu dans l'aéroport. Il ne comprend aucun panneau, il ne comprend pas les instructions des gens qui essayent de l'aider, il tourne en rond dans Haneda, il est paumé. Et là, il lui a donné une carrière à ce mec, en fait. Au bout d'1 heure, il a toujours pas trouvé l'avion pour Fukuoka. Au bout de 2 heures, il a toujours pas trouvé l'avion pour Fukuoka. Au bout d'un moment, il craque. Il s'assoit par terre, il appelle le club. Et il fait les chefs. Le tournoi est dans 3 heures. Je ne suis même pas dans la bonne ville. C'est foutu. Écoutez, je suis désolé, ça fait 3 jours que je dors pas, ça fait 3 jours que je mange pas non plus parce que personne prend les roupies pakistanais nulle part, je suis fatigué. On a essayé, mais c'est bon, prends-moi un billet pour rentrer chez moi. Oh non. Et le club fait, c'est hors de question. Tu es dans le bon pays. Un vol Tokyo-Fukuoka, c'est 1h30. C'est faisable. Je reprends un vol alors que c'est dans 3 heures. Non, abuse, frère. Abuse. Oh, il a pas mangé, il a pas dormi, rien. Il va arriver au tournoi, les gars. Comme un schlag, comme ça. Hein, sur le jogging troué, là. Ne te guidez pas. Il aura la dalle, il aura... Pas dans cet aéroport, je vais réserver ce billet pour toi sur K.O. internet. là, Je te nerfé, jure hein, que carrément. tu vas y arriver. Ils l'ont guidé pas à pas au téléphone dans l'aéroport, ils l'ont fait monter dans l'avion pour Fukuoka. Et l'aéroport de Fukuoka est au milieu de la ville, par chance. Donc pas très loin du centre des congrès, tu peux le faire en 1 heure à pied. Et donc il court. Oh, non mais dans quel état il va arriver à l'Evo, les mecs? Arrivé à l'Evo Japan, à 5 minutes du début de son match. Ah ouais, hein. Non mais c'est un shonen, à la place d'Arslan quand même quand il débarque. C'est sa première immense compète à l'international avec les meilleurs joueurs du monde et il a pas dormi pendant 3 jours quand il arrive. Il savait même pas s'il était là à l'heure pour son premier match, il savait pas s'ils avaient commencé sans lui et à côté de ça, il doit non seulement se soucier de ses résultats, mais il a sur les épaules le poids de tous les gens chez lui qui font la même chose et qui ont besoin qu'il gagne pour avoir un jour leur chance à l'international. C'est pour ça que je me dis, il est totalement nerf. Il est pas à son plein potentiel, il est fatigué, il a faim, il y a rien qui va. Il est stressé, je pense. Et il doit se battre contre les meilleurs joueurs du monde.
Il a pris 4-5 avouillons, les C'est gars. tellement dur, Tekken. En Putain, 3 mais jours. Même pour un jeu de combat, c'est tellement dur Tekken. Il y a tellement de choses à apprendre. Il y a des centaines de mouvements par personnage et des dizaines de personnages. C'est le fait de savoir que contre ce personnage, si t'attaques en faisant coup du tranchant de la main et pas sur la gauche, c'est une bonne idée. C'est une bonne façon d'attaquer parce que ça te fait bouger d'une façon qui te fait naturellement zigzaguer entre ses jabs. Et maintenant, il faut apprendre ça pour toutes les autres attaques de ce personnage, fois des dizaines de personnages. Et après, il faut le pratiquer pendant suffisamment d'années pour que tu puisses le faire en une fraction de seconde parce que ça doit être passé du moment où c'est un truc que tu sais par cœur au moment où c'est tellement maîtrisé que c'est du réflexe, parce que si c'est plus lent que du réflexe, ce sera pas applicable en match. Vous voyez la folie. Et Arslan, il choisit toujours juste. Il choisit toujours juste. Alors certes, il a de super bons réflexes, certes, il est vite capable de comprendre son adversaire, mais surtout, il a les dizaines de milliers d'heures dans les salles d'arcade de Lahore. Il y a dans sa façon de jouer une quantité de travail. On a l'impression qu'il a vu et étudié spécifiquement chacune des 14 milliards de situations qui est possible dans ce jeu. Regardez cette micro-flexion de genou qu'il fait après un enchaînement. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, ce serait optimal pour son adversaire avec ce personnage de frapper bas en fait. Il est en train de faire le match-up pour son adversaire. Mais en même temps, il a les réflexes de se rendre compte que son adversaire n'est pas optimal et de se relever à temps pour bloquer haut. Vous voyez, il joue chaque situation parfaitement comme s'il avait travaillé spécifiquement cet enchaînement 150 000 fois, ce qui est peut-être le cas. Et les rares fois où tu arrives à être ultra imprévisible, de toute façon, il a les réflexes de la foudre pour te rattraper. Et donc à la fin, t'as l'impression qu'il est vraiment dans ta tête. T'as l'impression d'être ennuyeux et prévisible. Tu peux être un des 10 meilleurs joueurs du monde et finaliste de l'Evo. Contre lui, tu es ennuyeux et prévisible. What? Et il énerve les gars. Une heure après, il y a les commentateurs sur le stream de l'Evo Japan qui font « Tiens, c'est marrant, il y a un nom super prestigieux qui a pris une défaite. Contre qui ? Un gars, on connaît pas le nom. 3-4 heures plus tard, c'est l'hécatombe. C'est... Attends, mais... En fait, c'est le Kingslayer, les gars. Attends, il y a 4 ou 5 mecs qui étaient favoris pour passer en top 8 qui se sont fait sortir par le même gars et on ne sait pas qui c'est. Et il vient du Pakistan ? Quoi ? Et il est arrivé en finale contre Aka, qui vient des Philippines et qui était lui aussi un peu une surprise pour ce tournoi et qui devait probablement se dire « Oh là là, c'est ma journée, aujourd'hui je mets les Philippines sur le toit du monde. » Il s'est fait anéantir. Aplatir les premiers matchs, il s'est tellement fait massacrer qu'au moment de choisir son personnage pour le dernier, il était en train d'hésiter en mode mon dieu mais qu'est-ce que je fais, je suis en train de me faire 3-0 par un inconnu. Et Arslan, fatigué, avec 0 heure de sommeil en 3 jours, qui désélectionne. Il a speedrun le tournoi les gars pour aller se coucher frère. Et qui resélectionnait en mode joue frère, joue, j'ai besoin d'aller dormir, joue. T'en supplie. Et il a gagné l'Evo Japan. Et il y a des gens qui ont osé dire que c'était peut-être un coup de chance, comme c'était possible de gagner l'Evo de Japan, genre sur un coup de chance, on sait pas qui c'est, peut-être que les autres étaient pas en forme, peut-être qu'il a joué un style bizarre, nanani, nanana. 6 mois après, à Las Vegas. Alors là, il a dormi, là, il y a eu les visas, là, l'avion est directement arrivé sans encombre. Il a eu aucun problème pour venir parce que cette fois, tout le monde l'attendait, toute la salle voulait voir ce qu'il valait. Et comme le script était parfait, il est arrivé en finale contre le plus grand joueur coréen de tous les temps. Si tu dois tomber quelqu'un sur Tekken, tombe-le lui, il n'y a rien de plus prestigieux. Et à la dernière seconde du dernier round, alors qu'il restait 1 point de vie à son adversaire, il n'a pas fait un pas en arrière, il n'a pas bloqué, il n'a pas choisi une option sûre en attendant que son adversaire fasse une erreur. Dans le plus pur style du gars qui a 30 000 heures dans le jeu et qui joue parfaitement par automatisme, il a fait l'action la plus optimale dans cet échange. Il a fait un pas sur le côté. Ah ouais, hein. Non, par contre, ça se voit que c'est un monstre, frère. Il joue comme un bot, en fait. Ah oui, d'accord, non mais vraiment, le Pakistan, mec, c'est le dark continent pour Tekken, frère, mais c'est aberrant. Il y avait que des Pakistanais en phase finale quasiment. Ouais, non, en fait, c'est des monstres. Vous avez créé des aliens de Tekken, en fait. Bravo, les gars. Ah, Kayan. Non, il y a un vrai storytelling avec les joueurs de jeux de combat, les gars. Ils sont trop attachants.
Combo breaker day one. Say you think this is esports? You think esports? This is FTC! Just one thing I want to say. Fighting game is something so great. Aïe 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 aïe. Faut qu'on en parle aussi de la vidéo de The Great Review les gars en vrai hein. Faut qu'on en parle aussi parce que là il a cook hein. Il a cook le fou hein. Aïe 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 aïe. Ah il a dead ça les gars. Mais pourquoi Smash les gars? Pourquoi? Pourquoi Smash? Pourquoi Nintendo vous voulez pas faire un truc tu vois? Parce que encore à la limite, interdire les tournois underground, vas-y, ça vous bloquez la communauté de faire une scène, ok, y a pas de problème. Mais au final, vous faites rien avec, vous faites rien de votre côté. D'ailleurs, ce que j'ai vu aussi pour revenir, alors aucun rapport, mais pour revenir à Inazuma, je crois que on n'a pas le droit de faire de tournois avec cash prize sur le jeu. C'est ce que j'ai vu. Enfin, j'ai voulu me renseigner un peu, non. Apparemment, on n'a pas le droit aux dernières nouvelles de faire un tournoi avec cash prize sur le jeu. Dommage, le jeu se traite un peu. Ouais, mais en vrai, bah moi de toute façon, moi j'avais prévu de faire des tournois dessus, mais des tournois sans cash prize, tu vois, donc ok, mais... Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont prévu une scène e-sport, en fait. Enfin, ils ont prévu une scène compétitive. Donc, voilà, c'est le mode Victory Road et tout. Je sais qu'il y avait déjà des tournois dans les anciens Inazuma, mais je pense que Victory Road, ils vont vraiment pousser le truc pour pas, entre guillemets, avoir de concurrents en termes de tournois, tu vois. Après, tu peux avoir quand même des concurrents, mais en tout cas, faut pas commercialiser, enfin, faut pas qu'il y ait de cash prize dans ton tournoi parce que voilà, c'est si tu veux avoir un vrai tournoi où tu peux te faire des sous, bah en fait tu fasses les tournois officiels en fait. Après de toute façon il y aura une ligue, je sais pas hein. S'ils font une e-sport on verra les vraies règles au moins sur les compétences manager entraîneur. Ah oui bah là, bah de toute façon là, vu l'état actuel du jeu, ils peuvent pas faire de compétition, il y a trop de fight pour l'instant. Est-ce qu'il y a un easter egg ou pas dans la vidéo? Les mecs elle était exceptionnelle hein, il n'y a pas d'easter egg. Elle était incroyable, franchement bravo hein. C'est peut-être l'une de mes vidéos préférées pour TGR. Bravo. Voilà, elle est incroyable la vidéo, rien à dire. Ça donne limite envie de s'investir dans un jeu de combat. De XCO, il est pas sorti officiellement, enfin genre là, c'est genre une bêta, non? Je crois que c'est la bêta. Enfin en gros le jeu, on peut y jouer et tout, on peut le payer, nan. Non, il y a même pas besoin de le payer, je crois, faut juste le télécharger, mais il est pas en sortie officielle. Je crois qu'il est en early ou quelque chose. Moi j'attends de voir quand même que le jeu il sorte officiellement, et après on y va. Ouais, j'ai vu que Dofly se fumait dans le jeu, il a un très bon rang. Non, les jeux de combat, c'est trop bien. La compétition sur les jeux de combat, ça se suit facilement. Il y a du storytelling. En fait, il y a tout, les gars. Il y a tout. Peu importe ton sport, s'il y a du storytelling qui rend quelqu'un détestable, qui rend quelqu'un d'attachant, qui donne envie d'être suivi, bah, en fait, c'est ça. C'est ça qui rend un match incroyable, les gars. C'est quand t'as une opposition d'idées, une opposition d'images qui fait que à ce moment-là, bah, en fait, les mecs, ils s'envoient juste sur la tronche, frère. C'est ça qu'il faut. Alors que, genre, parfois, tu vas avoir des... Bah, dans les trucs où il y a des sponsors et tout, dans des vrais matchs d'e-sport, des fois, t'as aucun storytelling. C'est juste une équipe A qui va affronter une équipe B. Et voilà, et après, bah, t'as la prestation dans le match. Mais, pour rendre un match vivant et attachant, il faut du storytelling. C'est le plus important, les mecs. Faut de la hype. C'est pour ça que par exemple sur la scène, et Riot ils l'ont bien compris, il y avait un moment, il y avait je sais plus, il y avait T1 contre je sais plus qui, et en gros ils réaffrontaient les mecs qui les avaient éradiqués en finale des Worlds, tu vois. Voilà, donc je sais plus, il y avait eu 3-4 ans d'écart, un truc comme ça, et l'équipe d'en face était un peu considérée comme les méchants, je sais pas quoi, bon alors que c'était des gros travailleurs, mais avant il y a eu un putain de storytelling entre les deux pour le match retour là, qui a eu lieu quelques années plus tard, et le storytelling il était fou pour que le match soit le match le plus léger, le plus légendaire de l'histoire, les gars. Ils ont bien fait, ils ont fait des flashbacks, ils ont fait des trucs pour chaque joueur, enfin, ils ont fait monter la hype, en fait.